Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Messieurs, mesdames, chers invités, au nom du comité de l'AMEUC, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour un moment de réflexion et d'échange autour d'un sujet qui nous concerne tous, l'islamophobie et la stigmatisation, en mettant en lumière les difficultés en matière d'égalité des chances et de discrimination des femmes voilées. Laissez-moi tout d'abord vous présenter brièvement l'association, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Nous sommes l'AMEUG, Association musulmane des étudiants et étudiantes à l'Université de Genève, fondée il y a maintenant 10 ans par un groupe d'étudiants qui avait pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des étudiants et étudiantes au sein de l'université, tout en mettant en avant les valeurs d'éthique religieuse et le respect interconfessionnel. Officiellement reconnue par le rectorat en 2019, l'AMEUG n'a depuis cessé de grandir et de promouvoir des valeurs de respect, de solidarité et de dialogue au travers de différents événements tels que des conférences, des expositions, des dialogues interreligieux, des actions humanitaires et plein d'autres encore. Ce soir, nous avons l'immense privilège de présenter un événement d'une grande portée intellectuelle et sociale. Avoir la possibilité de mettre la lumière les défis liés à l'islamophobie et l'égalité des chances est une opportunité précieuse pour encourager la réflexion collective et nourrir des pistes d'action. Nous espérons que cette soirée marquera une étape importante dans la sensibilisation à ces questions fondamentales. Nous vous remercions tous de votre présence ce soir et maintenant je vais laisser la parole à Justine qui va vous présenter le déroulement de la soirée. Salam alaikum, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cet événement consacré à une thématique complexe et essentielle. Les enjeux liés à l'interdiction du voile, ainsi qu'aux questions plus larges de discrimination, d'égalité des chances, d'accès à l'éducation et d'islamophobie. Ce sujet nous tient particulièrement à cœur, car il ne s'agit pas seulement d'un débat de société, mais d'une réflexion sur nos valeurs fondamentales, la liberté, l'égalité et le respect de la diversité. Ce soir, nous souhaitons créer un espace de dialogue et d'éducation où chacun pourra enrichir sa compréhension et contribuer à des pistes d'action concrètes. Nous débuterons par la projection du documentaire 2004-2024, les 20 ans d'une loi d'exclusion, qui met en lumière les réalités complexes autour de l'interdiction du port du voile à travers l'exemple français. Ce film explore l'impact des lois sur les femmes concernées, tout en questionnant leurs fondements et leur implication sociétale. Il constituera une base pour notre table ronde, où des intervenants et intervenantes aux parcours variés partageront leur expertise et leurs témoignages. En Suisse, les débats autour du voile divisent également. Si certains y voient une question d'émancipation ou de neutralité, d'autres la considèrent comme un levier de discrimination systémique. Les restrictions législatives, souvent présentées comme des mesures en faveur de l'égalité, suscitent des interrogations profondes. Permettent-elles réellement de renforcer la justice sociale ou risquent-elles d'aggraver les inégalités ? En tant que nation attachée au pluralisme et aux droits fondamentaux, la Suisse est confrontée à un défi majeur. Comment concilier ces valeurs de diversité avec les dynamiques politiques et sociales actuelles ? Ce sont des questions que nous voulons aborder avec vous, dans un esprit d'écoute et de respect. Après la projection, nous aurons l'honneur d'écouter Rokhaya Diallo, journaliste française, autrice et réalisatrice reconnue pour son travail en faveur des droits humains et de la lutte contre les discriminations. Elle enseigne à Paris 1, à la Sorbonne, et collabore avec les médias internationaux tels que le Washington Post. Elle a également créé le podcast Kif Taras, dédié aux questions raciales. Nous aurons également la présence de Hanan Karimi, sociologue et maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Strasbourg, spécialiste des discriminations liées à la neutralité religieuse et autrice de « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» aux éditions Hors d'atteinte. Nous aurons également Dilara Bayrak, avocate et députée au Grand Conseil suisse, engagée dans le mouvement des Foulards Violets, un collectif genevois qui défend les droits des femmes qui ont décidé de porter le voile. Nous aurons la chance d'avoir Dia Ben Nasser, le documentariste et fondateur du collectif Repères et Vocations, dont les œuvres explorent les histoires humaines et la civilisation musulmane à travers le monde. Il est le réalisateur du documentaire Le chemin de Sarajevo et Somos Musulmanes, et il est le réalisateur également du documentaire que nous nous apprêtons à voir. Et nous allons également avoir la présence de Miana Bayani, autrice et militante féministe et antiraciste, qui sensibilise à l'islamophobie via ses romans et son travail au sein du collectif contre l'islamophobie en Europe, le CCIE, qui assiste juridiquement et psychologiquement les victimes d'islamophobie.
Nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté de partager leur temps, leurs réflexions et leur expérience avec nous. Nous espérons que cette soirée sera pour vous une occasion de mieux comprendre les enjeux et de participer à une réflexion collective pour construire une société plus inclusive. Je vous laisse à présent découvrir le documentaire et nous nous retrouvons ensuite pour une discussion prometteuse avec nos invités. Merci et bonne projection. Salam alaikum, bonsoir à tous. J'espère que le documentaire vous a plu. Je pense qu'il est très impactant et qu'il faut peut-être quelques secondes pour se rendre compte de tout ce qu'on a vu, parce qu'on sait que c'est réel, mais ça s'est passé comment on dit, la période de 20 ans, et puis là on se prend un peu tout en une heure. Tout d'abord, je tiens à remercier le réalisateur de ce documentaire, M. Dia Ben Nasser, pour la réalisation de ce documentaire très très marquant et qui retranscrit fidèlement la période de 2004 à 2024 en France et la situation justement de ces femmes musulmanes et tant d'autres en France. Pour faire une petite explication, bien que donc, le film il soit entièrement axé sur le contexte français, comme vous avez pu le voir, je pense que celles qui sont genevoises, ici celles qui sont suisses, on a toutes ressenti des similitudes avec notre contexte de vie, ici à Genève, et même dans d'autres cantons, notamment l'interdiction du port du voile pour les enseignantes, pour citer que ça, qui met en cause toute la Suisse, ou encore l'interdiction du burkini dans certaines piscines du canton. Mais surtout, je pense, l'utilisation du concept de laïcité pour enlever des libertés aux femmes musulmanes et aux femmes qui ont pris la décision de porter le voile et qui souhaitent être actives en fait, dans cette société genevoise et dans cette société française et dans cette société suisse. Et je fais notamment référence à, peut-être que vous la connaissez, la loi sur la laïcité de l'État de Genève qui a été votée en 2019 et qui interdit toutes les femmes qui ont fait le choix de porter le voile et tous ceux qui portent des signes religieux extérieurs d'occuper des postes communaux, cantonaux. Donc ça va de la bibliothécaire à la ludothécaire, à la secrétaire dans les administrations publiques, au personnel d'accueil dans les théâtres communaux et même aux patrouilleurs scolaires et encore bien d'autres emplois. Et ça, tous ces emplois-là sont interdits à toutes les femmes qui ont décidé de porter le voile et qui ont en fait décidé de ne pas rejeter une partie de leur identité. Mais je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce qu'on va pouvoir en discuter de manière encore plus enrichissante avec des intervenants de premier choix, si j'ose dire. D'ailleurs, je les remercie toutes et toutes, parce qu'il y a plus de femmes d'ailleurs, d'être venues, donc notamment Rokhaya Diallo, Miana Bayani, Hanan Karimi, Dilara Bayrak et évidemment Dia Ben Nasser. Afin qu'on puisse vous proposer ce... Changer la slide, pardon. On dit ça marche toujours pas. Afin qu'on puisse vous proposer cette table ronde, le comité de la MUG a préparé des questions en amont qui vont animer cette table ronde. Par contre, par la suite, après cette table ronde, vous pourrez poser vos questions via le speak-up qui est juste ici. Voilà. Via le speak-up qui est juste ici. Donc, je vous laisse déjà, si vous avez des questionnements sur la projection, vous pouvez déjà scanner en fait le QR code. Et à la fin de la table ronde, on va essayer de regrouper les questions qui se ressemblent pour pouvoir en poser un maximum à nos intervenantes et intervenants. Donc voilà. Et après, par la suite, je remettrai le QR code après la table ronde. Donc j'invite nos intervenantes et intervenants à nous rejoindre sur cette table qui n'est pas ronde. Vous m'en excuserez.
Ils sont allumés. Il faut que je sois ici. Ouais. Donc mon micro marche, ok. Merci beaucoup. Pour la première question, on va aussi vous les mettre sur les slides, comme ça vous pourrez suivre si parfois les discussions sont un peu longues. Donc pour cette première question, je m'adresse à Dia et Miana notamment. Et tout d'abord Dia, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a donné envie en fait de réaliser ce film? Et est-ce que tu estimes qu'il y a un objectif principal ou des objectifs principaux à ce film? Alors déjà, merci de l'invitation. Merci à tout le monde d'être venu voir ce documentaire. Alors pour être tout à fait honnête, ce documentaire, c'est le CCIE qui m'a sollicité. Donc l'idée de départ ne vient pas de moi, mais du CCIE qui m'a sollicité pour travailler sur ce sujet. Il me connaissait parce que je faisais des documentaires sur des minorités musulmanes à travers le monde. Et il trouvait ça intéressant qu'après avoir fait on va dire un tour du monde, c'était peut-être intéressant de travailler maintenant sur une communauté que du coup je connais bien, dont je suis issu. Et à travers les discussions qu'on a eues avec le CCIE, c'était parti sur faisons un bilan de cette loi de 2004, 20 ans plus tard, et au final, en fait, à travers la loi contre les signes religieux à l'école en 2004, on a fait en fait un petit bilan aussi de ce qu'a pu traverser la communauté musulmane sur ces 20 ans, et aussi bien sûr quel était le passif et tout le poids historique qui a fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là, et comment ça se fait que ça s'accumule et ça s'accélère ces dernières années. Donc voilà à peu près le contexte dans lequel ce documentaire il a été initié. Est-ce qu'il y aurait un objectif spécifique à ce documentaire? Est-ce que c'est pour la communauté musulmane? Ça va plus loin? Alors bien sûr, justement, et c'est là où on se rejoint avec le CCIE, c'est que dans tout ce qu'on essaye de faire en production cinématographique, on essaye en fait de porter une voix qui soit est à la marge, soit est un sujet d'étude, mais n'est jamais un sujet qui prend la parole. D'ailleurs, à ce propos, moi j'étais un petit peu gêné au départ de travailler sur cette question étant un homme. Donc je voulais d'ailleurs le réaliser avec une réalisatrice femme pour avoir un regard un peu de l'intérieur. Bon, ça s'est pas fait, j'ai pas refusé, tout comme j'ai pu explorer des communautés dont je ne suis pas issu. Moi, je vais jamais vivre et je vais jamais ressentir ce que ces femmes ont vécu, mais en tout cas, l'occasion en fait s'est prêtée à faire ce travail de témoignage, de documentaire, et faire en sorte que ces femmes-là, justement, elles puissent porter cette voix. Et après, de manière plus large, dans le contexte cinématographique français, c'est vrai qu'on est très peu. Et c'est très important, dès qu'il y a une possibilité, de pouvoir produire ce type de contenu pour reprendre un peu la main sur notre narratif, tout simplement. Et ce documentaire-là s'inscrit dans la lignée de d'autres documentaires où on essaie justement de reprendre un petit peu nos responsabilités vis-à-vis de ce qu'on peut véhiculer comme message et comme histoire. Miana, je me tourne aussi vers toi pour donner quelques autres éléments, étant donné que tu es la représentante du comité contre l'islamophobie en Europe. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et merci pour l'accueil. Pour compléter un petit peu la réponse de Dia, justement, et pour reformuler peut-être la question, pourquoi le CCIE a voulu participer à ce documentaire? Eh bien parce que c'est le champ d'action du CCIE, c'est complètement ce qui touche à ce documentaire-là. Donc c'était vraiment intéressant pour nous de continuer le combat contre l'islamophobie qui prend plusieurs formes, et là de le continuer d'un point de vue sur un champ culturel. Parce que ce que le CCIE a l'habitude de faire, c'est de combattre l'islamophobie de manière juridique, de manière judiciaire et politique. Et là, de développer un peu le volet culturel, c'était important aussi pour montrer qu'il y avait plein de manières différentes de se mobiliser contre l'islamophobie. Et réaliser un documentaire comme celui-ci, c'est une manière de lutter contre l'islamophobie. Je rappellerai juste quelques chiffres pour qu'on comprenne bien l'ampleur en fait, de ce phénomène de l'islamophobie.
on voit dans le documentaire, ce sont que des portraits de femmes qui sont dressés parce que la loi qui interdit les ports de signes religieux à l'école visait exclusivement les femmes musulmanes. C'est 80% des victimes d'islamophobie qui sont des femmes. 80%, c'est énorme. Et en ce qui concerne le champ de l'islamophobie structurelle qui est à l'école, comme on a pu le voir dans le documentaire, par rapport aux chiffres du CCIE de l'année dernière, donc sur l'année 2023, c'est 41% des signalements que le CCIE a reçus. Donc les signalements, ils viennent de absolument partout. Ça peut être des choses qu'on vit dans la rue, ça peut être des choses qu'on vit à l'école, à l'aéroport, auprès de groupes d'amis. Ça peut être vraiment partout, partout, partout. 41% de ces signalements ont lieu à l'école. C'est presque la moitié, c'est presque un signalement sur 2, un acte islamophobe sur 2 qui a lieu à l'école. D'où l'importance de mettre vraiment ce domaine-là en avance dans ce documentaire. Merci beaucoup. La deuxième question, je vais me lever pour... Merci Mariam. La deuxième question, et cette fois-ci je m'adresse à toi Dilara, comme ça a été très bien évoqué dans le film, enfin très bien démontré dans le film, en tant que citoyen et citoyenne, à Genève, en Suisse ou en France, ou même dans d'autres pays du monde où on estime avoir des démocraties développées, on estime qu'on est protégé en fait par la Constitution. On est protégé par les lois et qu'on ne pourrait jamais avoir une aussi grande restriction de nos libertés et de nos droits fondamentaux. Or, au final, on se rend compte qu'on est rapidement désenchanté parce que parfois les décisions politiques, elles peuvent paraître irrationnelles et même, voire même injustes, et seulement orientées par des idéologies en fait xénophobes, islamophobes ou racistes. En Suisse, à Genève par exemple, on sait que dans la Constitution suisse garantit l'égalité et interdit toute discrimination fondée sur les convictions religieuses. Pourtant, on a à Genève cette loi sur la laïcité de l'État qui empêche, entre autres, les femmes qui portent le voile de travailler, comme ça a été dit, dans les administrations publiques et dans tout emploi cantonal. Donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction justement entre la Constitution suisse et ses droits fondamentaux et à la fois cette loi qui empêche tout simplement l'accès à certains emplois sur la base d'une croyance et d'une pratique religieuse? Il y a plusieurs éléments. Déjà, il faudrait reprendre la loi sur la laïcité en tant que telle. La laïcité telle que le connaît la France, elle est appliquée en Suisse uniquement dans 2 cantons, donc Genève et Neuchâtel. Remarquer la proximité avec le pays voisin. Donc on ressent en fait les implications, les traces de la laïcité à la française qui se répercutent sur des cantons limitrophes et qui légifèrent en conséquence. La loi sur la laïcité à Genève, elle est extrêmement violente. Elle a été d'ailleurs opposée en justice par plusieurs personnes. Une partie de cette loi sur la laïcité a été invalidée par la Chambre constitutionnelle. Et j'étais au Parlement tout à l'heure, donc je viens d'en sortir. Encore aujourd'hui, on parle de cette loi sur la laïcité, on essaye de la renforcer, puisque les bouts qui ont été invalidés traitaient notamment, par exemple, du droit des élus, donc des représentants du peuple, de porter des signes ostentatoires, donc extérieurs religieux. Et aujourd'hui encore, un des textes demande de changer la constitution genevoise pour qu'on puisse réintroduire cette interdiction qui pourtant a été jugée contraire au droit fédéral par la Chambre constitutionnelle. Il y a des éléments où, effectivement, les politiques vont trop loin. C'est confirmé par la justice. Et il y a d'autres éléments qui, malheureusement, on a cité tout à l'heure l'interdiction pour les enseignantes de porter le foulard lorsqu'elles donnent des cours en classe. Eh bien, ça, c'est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme qui a malheureusement validé cette interprétation comme quoi, en fait, le fait de préserver l'école de fait que les personnes qui sont en contact avec les élèves ne portent pas de signes extérieurs religieux, ce serait conforme à ces différentes normes qui sont censées protéger les personnes et leur liberté de culte et de croyance. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est dans l'épaisseur du trait et que les échos qu'on a dans la société, les manières dont on interprète les libertés et leurs limites, qu'est-ce qui est acceptable, quelle liberté est-ce qu'on peut restreindre, parce que c'est possible de restreindre les libertés. Mais aujourd'hui,
j'ai l'impression que même les juges, dans la manière dont ils appliquent certaines restrictions à certaines croyances, elle est basée sur des considérations sociétales. Et c'est pour ça que en fait, le travail de lutte contre l'islamophobie, elle ne se fait pas uniquement d'un point de vue politique, elle ne se fait pas uniquement de gré à gré. En fait, moi, je vais essayer de convaincre mon voisin que je ne suis pas une menace, que je ne suis pas un terroriste, mais ça se passe vraiment dans les mœurs d'une société qui va jusqu'à influencer les instances judiciaires. Alors forcément, moi, j'ai un peu plus confiance en la justice que des politiciens, mais malgré tout, même la justice peut interpréter des normes de manière restrictive. Et aujourd'hui, la loi sur la laïcité, on va voir encore peut-être que s'il y a des renforcements et que ça va trop loin et que ça repart au tribunal fédéral et qu'on a encore des personnes qui sont motivées à porter ces sujets plus loin, peut-être qu'on arrivera à faire constater que certaines choses sont contraires au droit et que ça nuit fondamentalement à la liberté et à la croyance des personnes. Moi, à titre personnel, je suis convaincue que cette loi sur la laïcité, c'est un scandale, c'est un sketch. On continue de la renforcer. Pour vous dire, en fait, on est dans une dynamique qui continue de limiter les droits des musulmans, des musulmanes, et surtout des musulmanes, parce que c'est effectivement le signe visible extérieur qu'on vise. Donc non, à mon avis, c'est contraire à la Constitution. Alors c'est mon avis, le tribunal fédéral ne m'a pas suivi. On espérera qu'il te suivra peut-être les prochaines fois, en rappelant que Dilara, comme ça a été présenté, elle est donc députée au Grand Conseil de l'État de Genève. Merci beaucoup pour la réponse. Une autre question, et là je m'adresse notamment à Hanan et par la suite Dilara, je pense que tu pourras aussi compléter potentiellement. Comment est-ce qu'on peut expliquer, comme ça a été aussi très bien, comme on a bien pu le voir dans le documentaire, que le concept de laïcité, il est évolué, et son application, il est évolué de manière à ce que la laïcité, ça soit passé d'une conception structurelle et institutionnelle, c'est-à-dire la séparation en réalité de base de l'État envers l'Église, donc cette séparation au niveau structurel, pour donner plus de liberté aux citoyens. Comment ça se fait qu'en fait on soit passé, il y a eu un glissement, et désormais la laïcité s'applique à des individus, à des choix, à des libertés personnelles. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter, et aussi pourquoi est-ce que quand on parle de laïcité, souvent on a en tête l'islam, automatiquement? Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse de partager cette table ronde avec tous vos invités. Sur la laïcité, en fait, ça va être très simple. La laïcité de 1905, comme on l'a vu, ça a été retracé dans le documentaire. À la base, c'est l'État qui divorce de l'Église et même qui essaye de maintenir l'Église loin, parce qu'elle a eu du pouvoir, l'Église en France. La fille est née de l'Église. De la maintenir en dehors du pouvoir. Et donc, la neutralité de l'État était censée et a garanti la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté de religion des citoyens et des citoyennes. C'était l'État qui était neutre. Et quand il y a eu ces affaires du foulard, et avant en fait, le démarrage du documentaire Le Monde, l'affaire du foulard de Creil, comme on les appelle, en 1989, il y a eu différentes manières de discuter de cette question, de ce phénomène. Là-bas, tout de suite, ça n'a pas été la laïcité. Quand on a parlé de l'influence, de l'endoctrinement des enfants, de l'influence qu'auraient ces jeunes filles sur d'autres, le fait qu'elles soient manipulées ou qu'elles le fassent contre leur gré. Et puis, il y a eu cette décision de Lionel Jospin, qui était ministre de l'Éducation nationale, de renvoyer au Conseil d'État, qui a fait une saisine du Conseil d'État. Il ne voulait pas statuer, comme l'a fait par exemple Attal en 2023. Il a renvoyé ça au Conseil d'État qui dit « Il n'y a pas incompatibilité entre la manifestation religieuse de ces jeunes filles et le principe de laïcité ». Et donc, tout ce qui va se passer après 89, ça va être une élaboration d'une rhétorique politique où la laïcité, maintenant, c'est ça qu'il faut défendre. C'est plus la liberté
de conscience, la liberté religieuse, mais un principe fondateur au même titre que liberté, égalité, fraternité en France, laïcité qui serait constitutive de la République. Et donc c'est ça qu'on défend, c'est plus la liberté des individus. Et je pense que c'est là qu'il y a un danger par rapport à ce qui se passe, et Dilara le montre très bien dans ce qu'elle vient de dire, c'est qu'il y a une entrée par une petite porte dans laquelle il y a consensus, où on pointe du doigt le danger, et où les gens ne se rendent plus compte que le problème, c'est les libertés qui sont garanties dans des démocraties. Parce que les gens qui partent aujourd'hui de France, les gens qui s'expatrient à cause du racisme ou de l'islamophobie, de loin, quand ils regardent la France, ce qu'ils me disent, c'est vous êtes dans un régime autoritaire, en fait. Vous êtes dans une démocratie autoritaire. Est-ce qu'on va accepter de glisser vers un régime illibéral aussi? Parce qu'on le voit ailleurs en Europe. Et donc, la manière de passer, parce qu'en fait, l'approche n'est plus centrée sur les libertés individuelles, mais sur la défense de la laïcité. Et c'est pour ça que ces jeunes filles, parce qu'on parle de lycée, on parle pour la abaya, enfin, on parle de vêtements. Le fait de focaliser sur le vêtement permet toutes les violences. Hein, on combat un voile, on combat une abaya. La violence qu'on fait à l'individu derrière, elle est complètement invisibilisée. Et on voit bien comment ça abîme les individus ici. Et ce que je voulais dire à partir de là, c'est que ce discours-là, en fait, il faut défendre la laïcité, on l'a entendu, c'est la petite musique de qu'est-ce qu'on va autoriser à faire, il y a une infiltration, c'est ce qu'on dit des wokistes, c'est ce qu'on dit des islamo-gauchistes, on les présente comme un danger autour desquels il faut dresser des frontières et un rempart, mais qu'il faut combattre. Les filles musulmanes qui portent le foulard, même si elles étaient des enfants, comme le rappellent Lila et Alma Lévy, n'ont pas le statut d'enfant. Elles sont des ennemis à combattre. Et c'est pour ça que toutes les violences sont autorisées. Je parle des violences qui sont acceptées dans l'espace scolaire, les violences éducatives dont elle a parlé, les violences psychologiques, les violences symboliques, les humiliations, etc., etc. Donc voilà comment on est passé de l'un à l'autre. Merci beaucoup Hanan pour cette réponse très complète. Et Dilara, de ton côté, dans un contexte suisse genevois, où à Genève on voit que c'est le même glissement qui a eu lieu, notamment encore avec cette loi sur la laïcité, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Comment est-ce que c'est justifié? C'est le même glissement, mais il est quand même un peu plus insidieux. Parce que, en fait, quand il y a un tsunami en France, nous, on se reçoit ce tsunami, mais peut-être avec quelques années de décalage. Ils ont parlé de Burkini, on a parlé de Burkini, ils ont parlé de laïcité, on parle de laïcité. En fait, on voit de loin arriver la catastrophe, on se prépare, et puis en fait, au final, on se fait quand même emporter. Moi, ce que j'ai envie de dire sur la laïcité, c'est qu'il y a une dénaturation du principe. On est en train de parler de laïcité, on le brandit comme un étendard pour tout justifier, mais au final, la laïcité, c'est la non-intervention de l'État dans les affaires religieuses aussi. Et quand on interdit, on intervient. Donc en fait, quand on dit à quelqu'un... en tant que personne voilée, vous ne pouvez pas aller à la piscine municipale en portant un burkini parce que c'est contraire à la laïcité. Mais que vient faire l'État à légiférer comment les gens vont aller se baigner, quoi. C'est extrêmement exclusif. Et puis l'impact de ça, c'est quoi en fait? C'est que vous allez réussir, la mentalité de ça, l'idée derrière, c'est quoi? Vous allez réussir à faire en sorte que les femmes se dévoilent juste pour venir à la piscine, se baigner, faire trempette et puis repartir. Non, la conséquence, c'est qu'elles vont juste pas venir. C'est extrêmement exclusif. Et de faire comprendre ça, mais c'est mission impossible parce qu'il y a des autoroutes de pensée et il n'y a aucune sortie. Donc en fait, on va continuer à essayer de défendre la laïcité à tout prix et je ne suis même pas sûre que les gens comprennent encore pourquoi ils le défendent. On sait juste, on a vu l'ennemi, on l'a repéré, on l'a identifié et puis on lui donne cet argument déjà préfet sans forcément réfléchir à ce que ça implique. Alors je sais que l'impact de la laïcité a été vachement plus fort en France. Par exemple, les étudiantes ici ont le droit d'aller à l'école avec le voile. Pour combien de temps
on ne sait pas, parce qu'à Genève, même ces questions ont été abordées au Parlement. Alors, pas tous les sujets sont votés, mais ils sont abordés. Donc, en fait, quand on parle d'interdiction du voile pour les étudiants, on en a aussi parlé à Genève. Quoi. Pas les étudiants. Les étudiants, c'est autorisé en France. Les élèves du primaire et du secondaire. Voilà, mais là, en primaire, en théorie, on a encore cette possibilité. Donc, c'est plus restrictif encore en France. Nous, mais ces sujets ont été abordés. Donc, en fait, on est toujours vigilant, en train d'essayer de savoir à quel moment est-ce que ces majorités vont basculer, à quel moment ils vont se dire « Ok, là, il y a eu assez de polémiques en France, on peut aussi passer à l'attaque ». C'est jamais aussi systématique, mais c'est un peu le ressenti quand on voit ces projets de loi et ces propositions de textes parlementaires venir les uns après les autres. Et puis, le pire, je veux dire, nous, à Genève, on a connu cette loi sur la laïcité, mais dans le contexte suisse, c'est extrêmement violent aussi. On a quand même dans notre constitution, ce qui est le texte le plus important d'un État de droit, on a intégré l'interdiction de la burqa, on a intégré l'interdiction des minarets, alors que combien il y en a? Rappelle-moi, combien il y en a en Suisse? 4. Donc au moment où il y en avait 4, ils se sont dit attention, c'est trop, et on fait voter le peuple, et on interdit la construction des minarets en Suisse. Mais vous vous rendez compte de la violence de ce que c'est pour un citoyen suisse, pour une citoyenne suisse, de se dire on est en train de voter pour intégrer des textes extrêmement violents et avec des campagnes qui précèdent ces votations extrêmement violentes aussi, qui passent en plus, et puis on en parle et on justifie les votations ultérieures encore plus violentes en se basant sur les résultats de ces votations. Donc c'est extrêmement rude, mais à mon avis, c'est pour ça qu'il faut aussi faire le travail de pédagogie. J'ai pas envie, parce que c'est pas à l'individu d'aller éduquer des racistes, mais c'est aussi l'importance de s'éduquer sur comment fonctionne le système, sur ce que ça veut dire la laïcité, pour aller démonter les arguments complètement fallacieux, préfaits, et puis aller dire, en fait, tu défends la laïcité, mais la laïcité, c'est la non-intervention de l'État dans les affaires religieuses. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Et on voit, en fait, assez rapidement que ça commence à bégayer. Merci, Dilara, pour cette réponse. Et tu parlais justement des étudiantes qui peuvent porter le voile au secondaire à Genève et au tertiaire en France aussi, c'est possible à l'université. La question qui se pose, c'est donc, certes, on peut porter le voile, mais est-ce que ce voile ne va pas restreindre toute notre vie, nos opportunités et notre accès en fait à l'éducation, à l'emploi? Et ce sera justement la question suivante. C'est-à-dire que chaque étudiante qui est ici, nous, donc au sein du comité de la MEUG, on est tous des étudiants et il y a aussi des étudiantes. Madame juste derrière moi, Justine qui était là-bas, Fahima, Semira, toutes les étudiantes que vous voyez, lapsus, toutes les étudiantes que vous voyez, elles ont décidé au tout début de leurs études quels emplois la loi leur permettait de choisir. Et c'est comme ça qu'on choisit les études qu'on veut faire. Ou on accepte qu'à la finalité, on devra retirer notre voile, retirer notre identité pour avoir ce métier. C'est tellement marquant, tellement choquant, et je pense que peut-être qu'on ne s'en rend pas assez compte, qu'un enfant, parce que des fois c'est dès l'âge de 15 ans qu'il faut réfléchir à quel emploi on pourra avoir selon la loi, et en ayant ça en tête, comment est-ce qu'on peut encore parler dans nos sociétés d'égalité des chances, d'égalité d'accès à l'éducation, d'égalité d'accès à l'emploi? Comment est-ce que c'est possible? Et là, je m'adresse notamment, pour commencer, à Rokhaya. Comment est-ce qu'on peut en arriver là et continuer à avoir dans les règlements de l'université l'égalité des chances? Alors tout d'abord, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici et vraiment ravie d'avoir découvert du coup Dia partiellement ton film, et j'espère que je pourrai le voir dans son intégralité. Et c'est vraiment un film important qui marque une phase extrêmement répressive qu'on a traversée en France. Je suis très heureuse d'être ici dans un contexte que je maîtrise moins. Moi, c'est vrai que ma compréhension de l'islamophobie en France, elle est venue par les collectifs qui ont milité sur le terrain, et je pense que c'est important de les saluer ici. Je pense notamment au Foulard Violet et à Diac, qui sont vraiment ceux qui m'ont interpellée depuis la France et qui m'ont fait comprendre ce qui se passait en Suisse, et qui se sont vraiment impliqués pour faire, en tout cas pour essayer d'interpeller les pouvoirs publics ou pour exercer une pression médiatique et internationale sur eux. Donc voilà, je suis d'autant plus honorée d'être là que ces collectifs ont été particulièrement actifs, et peut-être qu'ils ont eu un écho un peu moins
un peu plus important que ce qui a pu se passer en France, où vraiment on est sur une version très très dure. Avant de répondre à ta question, je voulais revenir sur la question du principe de laïcité. Juste expliquer en fait que c'est deux choses. C'est la séparation de l'État et de l'Église, enfin des églises, des religions. Et la deuxième chose, c'est effectivement ce que tu disais tout à l'heure, Hanan, l'État qui garantit la liberté d'expression, la liberté de conviction. Et en fait, en théorie, la laïcité telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle a été conçue depuis la Révolution jusqu'à la loi de 1905 en France, qui ne mentionne pas le principe de la laïcité en tant que tel, mais qui l'énonce, eh bien, cette laïcité engage l'État et ses représentants. C'est-à-dire que les personnes qui sont engagées par l'obligation de neutralité, ce sont les gens qui incarnent d'une manière ou d'une autre l'État. Et donc, en théorie, les personnes qui utilisent les services publics ne sont pas tenues de respecter le principe de laïcité. Ce qui signifie qu'en fait, cette loi de 2004, c'est une exception au principe de laïcité. C'est-à-dire qu'on a décidé, en France, d'étendre le principe de neutralité ou de discrétion, parce qu'effectivement, les signes... sont certains signes qui sont interdits. Il a été étendu aux élèves de l'école, alors que ce sont des personnes qui sont servies par l'État dans le cadre d'un service public. Et ça, c'est vraiment une transformation du principe. Et ça n'a pas été forcément dit comme tel dans la manière dont ça avait été médiatisé, mais c'est extrêmement important. Quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez porter plainte, quand vous utilisez n'importe quel service public, on ne vous demande pas d'être neutre. Quand vous vous rendez à l'école, en fait, vous n'êtes plus simplement un citoyen qui est servi par l'État, vous devenez une espèce d'extension de ce principe de laïcité. Et ça, c'est une transformation radicale qui a été admise par l'ensemble de la société et à tel point que ce qu'on entend de plus en plus aujourd'hui en France, et on voit qu'il y a une incompréhension de ce principe, c'est que les gens disent « oui, mais en fait, les religions, c'est chez soi ». Ça n'a jamais été le cas en fait. Et les gens ont le sentiment que la sphère privée, c'est la sphère domestique. Mais en fait, notre sphère privée, elle est avec nous où qu'on soit. Et on a absolument le droit de porter ses croyances religieuses sur soi où qu'on soit, en théorie. Et donc ça a été changé et c'est devenu, là ce qui s'est passé avec les abayas, on en parlera sans doute tout à l'heure, c'est devenu vraiment une forme extrêmement restrictive et violente de ce principe. Et de ce fait, effectivement, sur la question de l'égalité des chances, manifestement, c'est une entrave extrêmement violente puisque tu l'as dit à l'instant, ce sont des interdictions qui frappent en majorité des femmes. Et c'est très bien montré dans le film, en fait, cette contradiction entre une formulation féministe de la volonté de libérer certaines femmes d'une oppression qu'elles subiraient, tout en les excluant de l'espace qui est censé leur permettre d'accéder à la connaissance. Et en même temps, à conviction égale, les garçons qui pensent exactement la même chose sur le plan religieux, ils ne sont absolument pas entravés dans leur possibilité d'accéder à ce service public. Donc on est sur un sexisme, en fait, qui est vraiment un sexisme d'État, qui est complètement justifié par un pseudo-féminisme et qui s'inscrit, Hanan en parlera beaucoup mieux que moi, dans une histoire coloniale qui est une histoire de contrôle des corps. Et donc l'égalité, en fait, elle est conditionnée à une forme d'assimilation. C'est-à-dire qu'on vous garantit l'application des principes de la République si vous acceptez de renoncer à une partie de vous et d'incarner physiquement en fait, ce qu'on imagine être un Français, une Française légitime. Et donc c'est quelque chose de très très violent et qui contrevient absolument à tous les principes qui sont ceux de la République. Merci beaucoup pour cette réponse très complète et pour la petite introduction. Hanan, on t'écoute. Ouais, je vais rebondir sur ce que disait Rokhaya. En fait, moi je suis sociologue et du coup la question de l'égalité des chances, c'est un idéal. C'est un idéal qu'on utilise dans les discours politiques. La société ne garantit pas l'égalité des chances, les institutions ne garantissent pas l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'il faudrait complètement changer de modèle en fait, de nos institutions, de la manière dont sont organisées ces institutions à partir de l'école maternelle. C'est-à-dire que selon la classe sociale, et là je ne parle même pas d'islamophobie, selon la classe sociale à laquelle on appartient, selon sa couleur de peau, selon le territoire ou le quartier d'où on vient, si on est au centre, à la périphérie ou dans les ruralités, on n'a pas les mêmes chances. Si on est un homme ou une femme, on n'a pas les mêmes chances. La profession des parents joue, on n'a pas les mêmes chances. Et donc, en fait, moi, quand j'ai analysé les effets de la loi de 2004 sur des femmes musulmanes plus de 10 ans après, il s'avérait qu'il y avait différents mécanismes qui ressemblent à toutes les discriminations, l'anticipation.
Sauf que là, l'anticipation, elle se fait à un moment, elle se fait de manière très, très précoce. C'est-à-dire dès que les jeunes femmes, les jeunes filles, parce qu'elles sont jeunes filles, à ce moment-là, par exemple, au lycée, décident de porter le foulard, elles anticipent ce que ça va les empêcher. Et donc, elles vont diriger leur vocation de formation, d'études ou professionnelles en fonction de ce qui est permis ou pas. Et là, le 9 décembre, l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur en France, à Paris, va présenter un résultat de testing sur le refus des stages pendant les formations à l'intention des jeunes femmes qui portent le foulard avec des faux CV, à chaque fois entre CV qui montrent, par exemple, une femme qui porte un foulard et un autre où... avec des caractéristiques similaires, elles ne portent pas le foulard et les chances qu'elles ont en moins. Et donc, en fait, ça touche tous les aspects de la vie à ce moment-là, quand elles font le choix de porter le foulard. Et du coup, je peux pas dire que... je peux dire que c'est un idéal qu'on défend, qu'on inculque aux enfants, comme si c'était... Comme si, en fait, en même temps, ce qui est paradoxal en France, c'est qu'on vous dit égalité des chances, et en même temps, on vous dit l'ascenseur de l'égalité des chances est en panne. Il est très, très en panne, et ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il est en panne, comme dans les HLM des quartiers populaires en France, dans les grandes tours de plusieurs dizaines d'étages. Et en même temps, on dit aux enfants que s'ils veulent, ils peuvent. Et donc, on associe en même temps l'égalité des chances au mérite. Et le mérite, en fait, c'est pareil, c'est une chimère, en fait. Parce que c'est très lié aux conditions sociales des enfants, des familles, à leurs ressources, à leurs moyens financiers, à leur capital culturel, à tout ce qui correspond à leur formation, à leur réseau, etc. Et donc, en fait, l'égalité des chances, si on parle dans le vide. Parce que ça n'existe pas. Très clairement, ça n'existe pas. Si on voulait que ça existe, ça voudrait dire qu'on penserait, moi je pense par exemple à Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre de l'Éducation nationale, qui avait en 2012-2013 proposé les ABCD de l'égalité contre l'homophobie, contre la discrimination, contre le racisme. Je ne sais pas si elle avait fait contre le racisme, mais disons que ça aurait été allé jusque-là. Eh bien là, c'est justement au cœur de l'école qu'il faut inculquer ça dès le plus jeune âge. Si on veut qu'il y ait moins de sexisme dans la société, c'est aussi transformer dès le plus jeune âge, dès la maternelle, et aussi les instituteurs et ceux qui représentent l'institution. Parce que, je vais finir là-dessus, pardonnez-moi, je vais loin, mais sur la question des discriminations, le premier endroit qui est relevé dans l'enquête Trajectoire et Origine en France sur l'expérience de discrimination, c'est l'école. Donc, école, égalité des chances, c'est une inégalité. Merci beaucoup, Hanan, pour cette réponse. Et pour la prochaine question, je me tourne vers toi, Dia. Tu en as un petit peu fait part au tout début quand tu as discuté, et ça a été aussi dit par Rokhaya. On sait que souvent la lutte pour les droits des femmes, en général, et la lutte pour les droits des femmes musulmanes voilées, elle est souvent portée exclusivement par des femmes. Et souvent, si des hommes prennent la parole sur ce sujet, c'est souvent dans des plateaux télé. Et ce n'est pas forcément pour défendre ces femmes voilées, c'est plutôt pour parler à leur place et pour estimer à leur place ce qui serait mieux pour elles-mêmes. Et donc, de quelle manière, toi, Dia, en tant qu'homme, tu as pu aussi bien, comme tu disais, retranscrire en fait tout ce vécu, toutes ces expériences et appréhender tout cela dans ton documentaire aussi bien? Alors moi, déjà, je pense qu'avant le travail sur le documentaire et après, déjà moi-même, j'ai pas du tout la même sensibilité sur cette question. Et pourtant, moi, j'étais dans une famille où ma grande sœur, lorsqu'il y a eu la loi en 2004, elle était en première et elle a dû l'enlever. Et en plus, on vivait dans la même chambre. Et pourtant, je me souviens pas trop de l'impact que ça a pu avoir sur elle. Et pourtant, on vivait ensemble. Donc, que dire de ceux qui sont encore plus loin de ces questions-là? Parce que justement, quand je me suis replongé dans cette question-là sur ce documentaire,
j'ai vraiment ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti auparavant. Même si, encore une fois, ce que je peux ressentir moi en tant qu'homme ne sera jamais la même chose que ce que ces femmes-là ont vécu. Parce que bon, nous, on peut retranscrire, mais on ne peut pas se mettre à la place totalement. Après, donc, ce qu'on a essayé de faire, même si, dans tous les cas, de toute façon, le regard du réalisateur, il est biaisé par ses propres biais cognitifs, mais on a quand même essayé de travailler sur cette question-là à travers des femmes, que ce soit les protagonistes ou les personnes qui avaient un regard académique, universitaire, en tout cas d'experts sur cette question, pour justement un peu rétablir un certain équilibre qui n'a pas été le cas durant ces 20 dernières années sur les plateaux de télé, donc en tout cas de permettre à ce qu'elles puissent exprimer leur point de vue à la fois personnel et on va dire académique, de façon justement où l'homme se retire un peu de cette question-là. Durant toutes les projections débats qu'on a faites jusqu'à juin, justement, cette question était revenue dans les débats qu'on avait avec le public, où des hommes justement prenaient la parole et qui en général accompagnaient leur sœur ou leur mère ou leur femme, et qui disaient justement, c'est vrai, effectivement, je n'avais pas saisi la puissance de cet affront. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Comment on peut on va dire, apporter notre pierre à l'édifice sur cette question-là, parce qu'effectivement, même en intracommunautaire, c'est vrai que c'est une question qui a été très vite balayée, et d'ailleurs, même historiquement parlant, il y a eu un phénomène, un fait historique très précis, c'est-à-dire que, alors il me semble que c'était le CFCM, à l'époque, qui avait demandé aux différentes organisations de un peu baisser en intensité cette question de revendication contre la loi de 2004. Pourquoi? À l'époque, c'était parce que Sarkozy était Premier ministre, ministre de l'Intérieur, et justement, il avait négocié avec le CFCM en disant, donc le CFCM, c'est le Conseil français du culte musulman en France, et il avait dit, essayez de faire en sorte que cette question-là passe un peu tranquillement, sans qu'il y ait beaucoup de résistance, et on va voir ensemble comment on va pouvoir vous faciliter les écoles privées. C'est intéressant de voir qu'au final, c'est encore pire, 20 ans après, voilà, 20 ans après. Mais effectivement, c'est un fait historique, c'est-à-dire que le CFCM avait demandé aux différentes organisations de baisser, on va dire, en intensité, et ça explique, il y a un reportage que vous pouvez retrouver sur une archive l'INA, qui expliquait, donc c'était en 2005, qui expliquait comment la rentrée 2005 s'est plutôt bien passée, il n'y a pas eu beaucoup de cas, de résistance, etc. Et en fait, il y a une explication, on va dire, associative sur ça, et je ne pense pas que le fait que ces associations soient tenues par des hommes soit... je pense qu'il y a aussi il y a un effet miroir, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'en tant qu'homme, on a ressenti les choses de manière un peu moins intense, donc on s'est permis de mettre en second plan cet épisode. Est-ce que je peux compléter? Bien sûr. En fait, le CFCM n'existe pas en 2003. C'est pire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand je dis dans le documentaire que les femmes, quand tu m'interroges que les femmes c'est des hommes de pouvoir qui discutent, c'est que Nicolas Sarkozy vient au Bourget. La question, c'est la photo d'identité sur la carte d'identité en disant « vous ne pouvez pas porter de foulard sur vos pièces d'identité ». Il est hué, ça a fait la une de tous les médias. Là, il est encore ami avec l'UOIF, ceux qui aujourd'hui sont persona non grata. Et l'UOIF organise des mobilisations. Et c'est pas du tout les collectifs qu'on connaît, qu'on a présentés ici, donc plutôt des collectifs, j'allais dire laïques, des collectifs antiracistes, des collectifs de gauche qui se mobilisent. Eux, ils prennent la relève après. Avant 2003, c'est l'UOIF qui organise, en défendant la liberté religieuse. Mais vraiment, il faut aller regarder les archives de l'INA. C'est des manifestations d'organisations religieuses qui font le job, en fait, à ce moment-là. Monsieur Sarkozy discute avec les représentants des différentes organisations musulmanes, l'UOIF, la Grande Mosquée de Paris, etc. Et en fait, il passe un deal. Il faut dire les choses comme ça.
En fait, ils ont laissé tomber les femmes. Parce qu'il leur a promis le CFCM, le Conseil français du culte musulman. C'est là que naît le CFCM. Et là, il n'y a plus de mobilisation du tout dans les rues de la part de l'UOIF, justement. Ils passent en sourdine. Et c'est là que les collectifs antiracistes prennent la relève. Donc c'est même pire que ça, en fait. Merci beaucoup pour cette réponse, effectivement. Et je pense que c'est aussi le cas à Genève. On voit très bien, et je pense que Dilara, tu pourras acquiescer avec ce que je dis, dans le sens où souvent les femmes se battent pour les femmes, mais en réalité, c'est une cause qui va plus loin. Parce que ce sera vos filles, enfin ce sera les filles de ces hommes, ce sera les sœurs de ces hommes, ce sera les femmes de ces hommes, et ça va tout le temps, de toute façon, impacter la communauté musulmane dans son entièreté. Et je pense que tu peux être d'accord avec moi sur le fait qu'à Genève, il nous manque peut-être aussi que cette force des hommes qui soutiennent justement ces femmes qui décident de porter le voile. Bon, alors ça me permet de faire le lien. Rocaël a mentionné, il y a donc le collectif des foulards violets qui a été créé lorsque la grève féministe a repris au niveau national. Les foulards violets, c'est donc un collectif de femmes musulmanes ou non, qui portent le foulard ou non, mais qui sont solidaires avec celles qui ont décidé de le porter. Et ce collectif, enfin moi j'en fais partie, il y a des personnes qui ont vraiment engagé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Je pense à Inès El-Chir et Mariam Mastour, qui ont vraiment lancé ces mouvements, qui ont réussi à fédérer en fait les forces qu'il y avait à Genève, parce qu'à force de se faire taper dessus, ben forcément on se sentait isolé. Et en créant ce collectif et en intégrant la grève féministe, il y a tout un nouvel élan de femmes qui se sont regroupées et qui se sont identifiées, qui se sont vues et qui se sont connues. Et ce genre de mouvement, en fait, avec le temps, ça a donné quelque chose d'autre. La fondation DIAC, qui existait déjà. Donc DIAC, c'est de l'individuel au collectif. C'est une fondation qui a réussi à obtenir des fonds pour créer une permanence islamophobie en Suisse. C'est la première permanence islamophobie, c'est-à-dire que si vous subissez des actes islamophobes, eh bien vous pouvez aller les faire savoir auprès de la permanence de DIAC. C'est une permanence extrêmement précieuse qui, dès son lancement, s'est vue submergée de demandes. Et en fait, ces démarches-là, elles sont extrêmement précieuses et elles fonctionnent uniquement si des gens participent en fait à faire connaître ces outils. Ces outils, ils servent à quoi en fait? Pourquoi ça sert d'aller se plaindre auprès d'une permanence qu'on a subi quelque chose d'islamophobe? C'est qu'en fait, après, on va se plaindre auprès des autorités. On va dire, écoutez, il y a ce problème, maintenant il faut nous débloquer des fonds pour pouvoir faire le travail que Hanan a mentionné, d'aller sensibiliser les gens, que ça commence à l'école ou pas, d'aller sensibiliser les enseignants par rapport aux gestes qui peuvent être déplacés vis-à-vis des personnes musulmanes, des gestes qu'on aurait dénoncés auprès de la permanence. Et en fait, plus on arrive à chiffrer et visibiliser les problématiques que nous subissons, que nous avons nous-mêmes beaucoup invisibilisées, parce que de peur de se faire outer, de se faire pointer du doigt, c'est bon, on fait le moins de bruit possible, on oublie, on passe à autre chose. Maintenant, il faut passer dans une autre ère, il faut commencer à documenter, et avec ces documents, on arrive auprès des autorités, selon les règles que nous nous sommes fixées nous-mêmes. Les autorités, elles veulent lutter contre la discrimination. D'accord, eh bien, il y en a une ici. On vient avec des chiffres, on vient avec des preuves. Maintenant, on veut des fonds pour lutter contre ce problème. Et ça, à Genève, alors, on se basant beaucoup sur ce qui se fait en France, parce que l'association La Lab compte beaucoup aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un tsunami en France, on le voit arriver, on essaye de se préparer, mais on profite aussi, on essaye de profiter de l'expertise de ces associations qui ont réussi à fédérer aussi. Et il faut maintenant réussir à donner un nouveau souffle à ces mouvements à Genève aussi, pas seulement regarder ce qui se passe en France en étant paralysé par la peur, mais en passant à l'action. Donc moi, je vous invite
ce soir à suivre les foulards violets et la page de Diac. Diac récolte aussi des sous pour cette permanence. Alors on demande auprès de l'État, on débloque ces fonds et ensuite on fait savoir les cas auprès de la Commission fédérale contre le racisme. Mais il faut documenter ces choses. Donc si vous avez subi quelque chose ou si vous voulez participer à la survie de cette, enfin la survie non, à la vie, et on espère sur le long terme de cette permanence. Fédérez-vous aussi, participez, regroupez-vous et rejoignez-nous parce que franchement, on est plus fort ensemble, on est plus fort unis. Il ne faut pas juste qu'on soit paralysé par la peur, surtout parce que ce qui se passe en France, c'est extrêmement violent. Juste ajouter quelque chose par rapport à la question que tu posais. Donc, ta question, c'était de comprendre de quelle manière les hommes peuvent s'impliquer. Et moi, je pense que de manière générale, dans le féminisme, il ne faut pas compter sur les hommes, quoi. Honnêtement, sinon, on ne va jamais y arriver. En revanche, la question qui m'intéresse, c'est dans ce féminisme, en fait, pour quelles raisons en fait, les féministes majoritaires se sont jamais identifiés à des femmes qui subissaient des violences sur la place publique. Et effectivement, il y a une vraie question de féminisme, ce qu'on appelle le féminisme blanc, donc qui désigne pas des individus parce qu'elles sont blanches, mais parce qu'elles défendent une blanchité qui est une domination raciale coloniale. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi, en fait, les femmes musulmanes, dès lors qu'elles portent un foulard, ne sont plus du tout perçues comme des femmes. C'est ce que dit très bien Hanan dans son documentaire, dans le documentaire de Dia et dans son livre, cette déshumanisation et le fait qu'en fait, les enjeux féministes, les enjeux qui sont relatifs aux droits des femmes à disposer de leur corps, en fait, tout à coup, ne sont plus opérants. Et qu'on a même des féministes, parce qu'en France, vraiment, elles ont été porte-flambeau de cette cause, qui se mobilisent médiatiquement pour, en fait, s'acharner sur ces femmes, les déshumaniser, leur dénier le droit de faire des choix pour leur corps, et même, d'une certaine manière, de manière très, très condescendante, leur explique en fait quelle est la voie qu'elle doit choisir pour être considérée comme des féministes dignes d'être défendues. Toutefois, j'observe vraiment dans les générations par rapport aux féministes d'il y a 20 ans et celles qui sont plus jeunes aujourd'hui, notamment dans des collectifs comme Nous Toutes en France, qui a sa manifestation demain d'ailleurs à Paris, pour les gens qui seront à Paris, il y a une compréhension des enjeux féministes et de la manière dont les femmes musulmanes sont victimes d'une oppression singulière qui est beaucoup plus fine. Et j'ai vraiment senti une transformation dans les années 2010 où effectivement on a une autre génération de féministes qui n'a plus du tout le même discours et qui s'efforce systématiquement, notamment dans la représentation, par exemple quand il y a des affiches, d'inclure des visuels qui représentent toutes les femmes, y compris les femmes musulmanes qui portent un foulard. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc on a effectivement dans l'espace public des femmes qui sont vraiment obsédées par les femmes musulmanes et qui ne parlent que de ça et qui voilà, on va pas les citer parce qu'on les aime pas trop, mais je pense que voilà, vous avez les mêmes de ce côté de voilà, je pense que c'est une grande famille. Mais effectivement, je trouve que c'est vraiment intéressant la manière dont le féminisme français moderne, celui qui est vraiment moteur de mobilisation, s'est reconfiguré sur ces questions-là et c'est, en tout cas, a voulu un peu démarrer sa décolonisation. Alors évidemment, on n'est jamais complètement dedans, mais je trouve que c'est vraiment différent par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ans. Merci Rokhaya. Pour passer à la question suivante, oui. Est-ce que, donc là on repart un peu sur ce qui a été vu dans le documentaire, est-ce que le fait que l'État, qui a comme objectif normalement un certain bien commun, en tout cas la recherche de ce qui peut être mieux pour une majorité, le fait que l'État en fait impose lui-même aux femmes une manière de se vêtir et dans ce cas-là de se dévêtir, dans certains contextes, est-ce que ça contribuerait pas à renforcer un sentiment d'impunité chez des individus qui se permettraient par la suite d'invectiver eux-mêmes, voire d'agresser des femmes en raison de leur choix vestimentaire, au nom de la laïcité, en disant je suis un défenseur de la laïcité, donc j'interdis à certaines femmes de rentrer dans mon commerce, de rentrer dans mon café, de rentrer dans mon cinéma, etc. Donc est-ce qu'on peut se demander, est-ce que l'État, par ce genre de politique-là, que ce soit la loi sur la laïcité, est-ce que il ne deviendrait pas lui-même instigateur en fait, de violences islamophobes au niveau individuel? Donc là, je pose la question notamment à Miana et par la suite Rokhaya aussi. Oui. C'est court. Ça, c'était la réponse courte. Pour la réponse longue, oui, bien sûr. En fait, on a des choses comme le fait de s'habiller comme on veut, qui est un droit à la base,
que l'État vient transformer en délit dans certains lieux, comme par exemple à l'école. Je suis élève au collège, j'ai pas le droit de venir avec mon foulard. Donc ce qui était avant un droit est devenu une interdiction. Donc en fait, l'État va passer des lois ou d'autres règlements, ou voilà, c'est pas forcément une loi au niveau juridique, mais ça peut être d'autres sources qui, en tout cas, deviennent des sources de droit pour restreindre les libertés, notamment des femmes musulmanes. Beaucoup des femmes musulmanes, et ensuite on va avoir des gens qui ne connaissent pas le droit, qui ne connaissent même pas c'est quoi la laïcité. Tout à l'heure, tu as expliqué c'était quoi la laïcité, c'est une bonne chose parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est la laïcité. Pour qui la laïcité, c'est interdire l'islam, tout simplement. Et donc du coup, ça va être ces gens-là qui vont regarder les chaînes d'information en continu toute la journée, qui vont juste aller sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passe, voir ce qui se dit, et qui vont ensuite se sentir un peu investis d'une mission de faire respecter la laïcité. Donc qu'est-ce que la laïcité? On ne sait même pas à ce stade. C'est juste de se dire, je vois un foulard, en fait c'est interdit. Et qui vont ensuite aller agresser du coup les personnes musulmanes visibles, donc dans la majorité des cas les femmes musulmanes visibles, donc qui portent un foulard. Et donc c'est l'État en fait qui est à l'origine de ces violences-là, qui sont ensuite mises en pratique, on va dire mises en œuvre par des individus lambda. En fait, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui vont se sentir investis d'une mission de dans mon café, non, il n'y aura pas de voilée qui rentrera. Dans ma salle de sport, non, il n'y aura pas de femmes musulmanes, parce que comme l'a dit la jeune femme dans le documentaire, je prends pas de voile. C'est même plus une femme en fait, c'est je prends pas de voile, alors qu'il n'a pas le droit en fait dans la loi de dire ça. Donc tout à fait, en fait, c'est vraiment cette islamophobie qui vient de l'État, qui se retranscrit ensuite chez les individus, et ça fait beaucoup de mal, ça fait vraiment beaucoup de mal. Et à l'inverse, il y a même aussi dans les personnes qui nous contactent au CCIE pour avoir justement des informations, notamment sur leurs droits, des personnes musulmanes qui ne savent même pas où est-ce qu'elles ont le droit de porter leur foulard et où est-ce qu'elles n'ont pas le droit de le porter. Donc comme on disait tout à l'heure, le droit, c'est de porter mon foulard où je veux. L'exception, ça va être pas à l'école et pas si je représente l'État dans une mission de service public. C'est l'exception, c'est tout, point barre, point à la ligne, c'est terminé. Et pourtant, il y a des gens qui viennent nous demander j'ai envie d'aller dans un café avec ma copine, est-ce que j'ai le droit de garder mon foulard? Et c'est terrible en fait de se dire non seulement il y a des gens qui vont nous empêcher, qui veulent vraiment nous empêcher de venir avec notre foulard, mais il y a en plus des femmes qui portent un foulard et qui vont se dire est-ce que j'ai le droit d'y aller ou pas? Tellement on a intériorisé le fait que le foulard c'était non, alors que c'est l'exception, c'est la petite exception dans tout le principe de laïcité, qui est à la base, comme on l'a dit, l'autorisation, le droit de croire ou de ne pas croire et de montrer sa religion. Donc oui, l'État a des politiques islamophobes qui se retranscrivent sur les gens. Merci Miana. Oui, je suis d'accord. Déjà, je pense que ce que tu dis montre à quel point en fait il y a une bataille idéologique qui est complètement perdue. C'est-à-dire que à force d'interdictions qui vont de plus en plus loin, on a instillé dans l'esprit de la majorité le fait que le foulard n'était pas bienvenu dans la plupart des endroits, et on a même semé la confusion auprès des personnes concernées qui ne savent même plus si elles sont autorisées à jouir de leur liberté. C'est je pense qu'il y a un événement qui est quand même assez symptomatique de ça, c'est les Jeux Olympiques de Paris de 2024, où la ministre des Sports nous a expliqué que les athlètes françaises avaient une mission de service public, ce qui n'est absolument pas vrai, et que de ce fait, elles n'avaient pas le droit de participer aux Jeux Olympiques avec leur foulard. Cette interdiction, en fait, ne pouvait évidemment pas concerner les athlètes étrangères, ce qui fait que les athlètes sont venus du monde entier avec la possibilité de porter un foulard. Donc il y en a plusieurs qui sont venus de différents pays avec un foulard qui était musulmane. Et les Françaises, chez elles, dans leur propre pays, se sont vues interdire de pratiquer leur religion et leur sport. Et c'est passé, en fait, dans une indifférence assez totale, quoi. Et on était même très très fiers d'avoir ces Jeux Olympiques qui représentaient si bien la France, sauf qu'en fait il y a une partie de la population qui n'était pas du tout à la fête. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un travail de propagande qui a été fait et de matraquage qui a été fait pendant plusieurs années et qui a rendu acceptable une exclusion
qui n'est même pas fondée sur le plan juridique. Et après, pour en revenir à ta question sur la manière dont ça normalise des pratiques islamophobes dans le quotidien, bien entendu, ça libère les gens qui vont se permettre d'insulter, d'agresser physiquement les femmes qui portent un foulard. Ça permet aussi à l'extrême droite de se prévaloir des valeurs de la République et en fait d'investir des valeurs qui n'ont jamais été les siennes, à savoir l'égalité et la laïcité. Et puis surtout... Le féminisme, parfois. Oui, voilà, le féminisme, la lutte contre l'homophobie, tous les trucs contre lesquels ils sont d'habitude, mais tout à coup, ils sont contre l'homophobie, féministes, voilà, pour la République, alors que ce sont quand même des nazis, quoi. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est quand même tout l'inverse, quoi. Et donc, ce que je trouve aussi fascinant, c'est la manière dont on accepte en fait de contrôler le corps des femmes musulmanes et notamment des jeunes filles, notamment à l'école et notamment avec l'interdiction de la baya, sachant que la baya en fait c'est même pas un mot qui est dans le dictionnaire. C'est-à-dire que comment on définit une abaya ? En fait on la définit au faciès, clairement. C'est-à-dire qu'une robe ample qui va être portée par une personne que l'on présume musulmane, ça va devenir automatiquement une abaya. Et je ne sais pas si vous avez vu cette polémique d'il y a 2 semaines. En fait j'ai pas lu le papier mais j'ai lu le titre. Alors apparemment, il y avait une élève qui a giflé un prof, donc ce qui est absolument condamnable, je ne le cautionne pas, mais la personne a giflé son prof parce que la prof lui avait demandé d'enlever sa veste islamique. Non mais qu'est-ce que c'est une veste islamique ? Est-ce qu'elle était verte ? Est-ce qu'elle était longue ? Franchement, j'ai rien compris. Je me suis dit, mais est-ce que c'est parce que dès que tu es musulman, tu mets une veste, elle est islamique ? Mais en fait, on en est là. C'est-à-dire que les profs se trouvent dans une situation où en fait, ils vont scruter le corps de leurs élèves et en fait assimiler leurs vêtements à des vêtements religieux. Et ce que je trouve très très grave, c'est qu'on est quand même post-MeToo, à un moment où on essaie de comprendre à quel point les corps des femmes ont été rendus vulnérables, notamment aux agressions sexuelles et sexistes. Mais pour les musulmanes, en fait, on autorise des hommes à considérer que leurs robes sont trop longues et donc à les contraindre à se découvrir. Et je trouve que dans un contexte où il y a une telle prise de conscience de la manière dont les femmes sont, et les filles et les enfants aussi sont surexposés aux violences sexistes, je trouve incroyable qu'il n'y ait pas une mobilisation massive en fait pour qu'on arrête de demander à des adolescentes de se découvrir si elles ne le veulent pas, parce qu'en plus l'adolescence c'est souvent l'âge où en fait le corps se transforme tellement rapidement qu'on n'a absolument pas envie de l'exposer. Et donc de contraindre des jeunes filles qui pour des raisons diverses décident de porter des tenues amples en fait à porter des tenues plus courtes et plus près du corps, c'est une immense violence sexiste qui n'est pas perçue comme telle. Donc le gouvernement non seulement légitime l'islamophobie du quotidien, mais il légitime le contrôle du corps des femmes et des filles musulmanes en le cachant derrière des principes d'égalité. Mais la réalité, c'est que en fait, c'est un sexisme qui est institué et qui est rendu acceptable. Pour rebondir de manière assez anecdotique sur la veste islamique, on en a reçu beaucoup des comme ça au CCIE, surtout en septembre 2023, donc après la note de service de Gabriel Attal qui a interdit les abayas et les camis sans trop vraiment définir ce que c'est. Donc on se demandait est-ce qu'une abaya ça se définit par le faciès ? Bah oui, tout à fait. Dès qu'une élève était soit racisée, soit on savait que sa maman portait le foulard, soit on savait que son frère ceci machin, et ben du coup c'était une abaya forcément. Il y a même des élèves qui ont ramené leur ticket de caisse de H&M et d'autres marques que je ne mentionnerai pas parce qu'on les boycotte, et qui ont montré, j'ai acheté ma robe ce jour-là dans ce magasin-là, une grande marque, une grande chaîne française, internationale, etc. Mais c'est une abaya quand je la porte. Et on a eu un truc qui me revient en tête, là, c'était un proviseur qui a dit à une élève que sa tenue était contraire à la laïcité parce qu'elle était rouge et que c'était la couleur du diable. Donc là, je sais pas. Là, le fameux diable laïque. Je sais pas. Franchement, on reçoit ça, on sait pas quoi répondre à un stade. C'est pas possible. Et c'est là, en fait, où on en revient au principe de laïcité qui est censé être l'État qui ne se mêle pas des religions. Et là, on disait que l'État intervenait, mais là, il intervient, il invente, il sort des trucs, il fantasme. C'est une blague, on se dit à ce stade, mais non, parce que ça donne des jeunes filles qui se font refuser en cours, qui ne viennent plus, qui parfois sont déscolarisées. Et ça, c'est très grave pour juste un proviseur un jour qui s'est dit, tiens, le rouge, c'est la couleur du diable. C'est très grave, en fait, les conséquences que ça a. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose sur cet aspect-là, parce que, en fait, il me semble qu'il y a une chaîne de responsabilité et il y a une délégation de la responsabilité de l'État sur... moi, je rencontre beaucoup d'enseignants et d'enseignantes. Je suis enseignante moi-même. À l'université, ça ne se passe pas comme ça, heureusement. Mais
Mais il y a une vraie confusion, en fait, parce que les enseignants et les enseignantes ont énormément de recommandations avec la charte de la laïcité, avec des notes de service. Et ce qu'ils me disent, enfin moi j'en ai rencontré pas mal pendant la présentation de mon livre, à droite, à gauche, en France, pardon, je suis fatiguée à cette heure-ci, et qui me disaient, oui mais comment on fait en fait? On a des notes de service, on nous dit d'appliquer les choses. Bon, c'est un peu dur de le dire comme ça, parce qu'on sait jusqu'où ça peut aller quand on fait qu'appliquer sans conscience. Mais je veux vraiment dire qu'en fait, pour les profs, même s'ils se retrouvent dans des situations où eux-mêmes discriminent, moi je me rappelle que l'exemple du proviseur du lycée Ravel, qui a complètement, mais excusez-moi, je vais être vulgaire, mais il a pété un plomb quand il a vu un bandeau. Et ben pour moi, c'était symptomatique de cette hystérie autour des signaux faibles ou de la longueur des jupes, etc., ou de ce qu'on a vu déjà en 2004. Est-ce que vous pensez qu'il faut accepter Hanan avec son bandeau? Mais quelle violence! Mais même les profs, ils n'ont pas que ça à faire, en fait. Ils ont déjà tellement peu de moyens. Et en fait, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, en fait. On parle de ça et on ne parle pas. Il y a des enseignants à Marseille qui sont dans des classes qui ne sont pas chauffées, où il y a des cafards, où les gamins ne mangent pas parce qu'ils sont dans des quartiers très pauvres. Et ça, on n'en parle pas. Enfin voilà, juste pour dire que les profs aussi, en fait, ici, ils sont les derniers maillons d'une chaîne où ils se retrouvent à faire le sale boulot. Voilà, c'était juste pour dire ça. Merci beaucoup. Et donc là, on parlait au niveau individuel, mais pour revenir, ce sera une des dernières questions, mais au niveau plus structurel, comme on a vu dans le reportage, donc là, on va parler de la France, et puis ensuite, on va parler du contexte suisse pour faire un peu le parallèle. La France, elle possède des raisons, si je peux appeler ça, des raisons historiques et culturelles qui concernent son aversion marquée envers l'islam ou le voile. Il y a notamment le contexte de colonisation, la relation qu'elle entretient ou qu'elle entretenait avec l'Algérie, avec les Algériens en France, comme on a pu le voir, et toutes ces cérémonies autour du dévoilement. Et tu le disais très bien, Hanan, dans le documentaire, que les corps des femmes dans ces pays colonisés devenaient un butin de guerre d'une certaine manière. Donc, est-ce qu'on peut dire que maintenant, en 2024, l'islam est toujours un ennemi de la France et que les adeptes de l'islam, donc les musulmans, il y a encore une rhétorique de la volonté de les civiliser toujours, maintenant en 2024. Et là, je m'adresse à Hanan et puis Rokhaya aussi, dans l'ordre que vous souhaitez. Je vais essayer de faire rapidement pour pouvoir laisser la parole aux autres invités. Oui, il y a en fait l'ADN, c'est l'islam ennemi impérial. Hein, on peut remonter jusqu'à Napoléon et la campagne d'Égypte. Les choses, elles arrivent à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu les vagues d'immigration postcoloniale où les immigrés en Europe étaient là de manière temporaire. Tant qu'ils étaient de manière temporaire, on acceptait qu'ils fassent la prière dans les usines, on adaptait, ils ne vont pas rester, c'est pas grave. Et puis, une fois qu'il y a eu, à la fin des années 70, les chocs pétroliers, la fermeture de l'immigration économique, etc., eh bien, ça a commencé à changer. Et puis, on connaît le contexte international, la révolution iranienne, la décennie noire en Algérie. Et c'est là que tout bascule. C'est-à-dire que l'islam continue à être l'ennemi, parce qu'il y a la lutte aussi contre le terrorisme islamiste, en fait. Et qu'on voit bien, et je peux vous inviter à lire les travaux de l'anthropologue Lila Abologo sur cette question-là, qu'il y a quelque chose, il y a un shift qui se passe, et on le voit très bien en France à partir de 2015, et le renforcement, en fait, de la lutte contre le terrorisme et l'association que ça permet. Le débat public dont je parle dans le documentaire, justement au moment où au Sénat on discute de l'interdiction du foulard pour les athlètes sportifs lors des JO à Paris, se base sur une association très simple. Les femmes qui portent le foulard font allégeance consciente ou inconsciente à l'islamisme. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport sénatorial. Hein. Donc il faut avoir conscience que oui, c'est l'ennemi, et l'ennemi c'est le terrorisme, et qu'on est dans une ère occidentale, pas seulement française. Là, on sort de la France et on pense au niveau occidental et même international
surtout en Occident, de sécurisation de l'islam, et c'est-à-dire de transformer la question de la religiosité d'un point de vue sécuritaire. Et c'est ça qui permet en fait de diminuer les libertés. Et je finis là-dessus. Quand je dis en Occident, on voit bien l'influence de la France, non seulement à Genève, mais regardez ce qui s'est passé au Québec. La loi 21, les accommodements raisonnables avant, eh bien en fait c'est pareil. Il y a des effets concrets. Tout à l'heure, tu parlais, Dilara, de tsunami, mais en fait les effets concentriques sont là quelques années après. Merci beaucoup, Hanan. Peut-être Rokhaya, une réaction assez rapidement comme ça. Oui, enfin, j'abonde vraiment dans le sens de Hanan, et puis dans l'idée qu'il y a vraiment c'est aussi appuyé par une définition extrêmement stricte de ce qui apparaît comme l'identité française légitime. C'est-à-dire que dans un contexte comme la France, je ne vais pas m'avancer sur la Suisse, mais quand on est perçu comme une personne musulmane et qu'on veut s'exprimer dans l'espace public de manière sereine, le préalable, c'est de donner des gages d'allégeance, j'ai envie, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de quasi de cet ordre-là, à la République, et d'exprimer une forme de gratitude vis-à-vis de cette entité qui nous a plus ou moins implicitement sauvés. Et ce qu'on observe aussi, c'est que la conséquence de ça, en fait, toutes les personnes qui sont perçues comme musulmanes et qui ont un discours explicite contre l'islamophobie sont éliminées de l'espace public. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de personnes qui ont une présence médiatique régulière, qui ont réussi à traverser la dernière décennie en restant visibles de manière sereine. Et ce qui se passe systématiquement, c'est que ces personnes sont accusées soit de faire partie de groupes comme les frères musulmans, dont elles n'ont jamais, je pense qu'on a tous été accusés de faire partie des frères musulmans ici, d'avoir influencé des terroristes, de promouvoir un agenda islamiste dans l'espace français. Et en fait, leur crédibilité est systématiquement attaquée, c'est-à-dire qu'on ne les attaque pas sur le fond de leur argumentation, mais en fait, on laisse planer le doute par rapport à une influence, par rapport à une manipulation, et par rapport au fait qu'elle viendrait imposer un agenda étranger, violent, ou le légitimer, ou participer à une espèce de constellation idéologique qui serait antagoniste avec l'idéal républicain. Et donc, systématiquement, les attaques qu'on va recevoir, alors même que moi, j'estime que ce qu'on défend, c'est le principe de laïcité dans sa lettre. Simplement, il a été dévoyé par des personnes. Mais on va systématiquement recevoir l'étiquette d'anti-laïque, d'anti-républicain, de communautarisme. Tu as parlé d'islamo-gauchiste, de wokiste, etc. Et c'est une étiquette qui délégitime. Et effectivement, les attaques que l'on reçoit aux endroits où nous sommes, ce sont, je veux dire, par exemple, la dissolution du CCIF, moi je trouve qu'elle est incroyable. C'est-à-dire qu'elle est passée avec une facilité redoutable. Quand on lit le décret, donc c'est passé par un décret ministériel qui a été validé en Conseil des ministres, donc impulsé par le ministre de l'Intérieur. Et donc dans le décret, il y a différentes raisons qui estiment que le CCIF, donc l'ancien collectif contre l'islamophobie, doit être démantelé. Et dans ce décret, en fait, il y a une ligne qui dit que le CCIF alimente la suspicion d'islamophobie en France. J'ai envie de dire, mais en fait, l'islamophobie existe. Et même si elle n'existait pas, on aurait le droit de dire qu'il y a de l'islamophobie. C'est-à-dire qu'il y a quand même une liberté d'expression qui permet de qualifier notre pays comme bon nous semble. Mais là, tout à coup, le fait de dire qu'il y aurait de l'islamophobie en France, ça devient un motif de dissolution. Et ça devient un motif de dissolution qui n'interpelle pas grand monde, à part la Ligue des droits humains, enfin les droits de l'homme, c'est encore les droits de l'homme en France, à part la Ligue des droits de l'homme, et peut-être un collectif environnemental. Ça n'a pas mobilisé grand monde. Et c'est ça qui est grave, en fait. C'est que l'État peut, comme ça, appuyer sur un bouton, faire disparaître la plus grande organisation de défense des droits des musulmans sans conséquence. Ouais, effectivement, sans conséquence. Et c'est ce qui se passe systématiquement. Et en fait, ces messages qui sont envoyés quand ce sont des personnalités publiques qui sont évacuées, qui sont discréditées, ou des collectifs, c'est un message d'intimidation. C'est-à-dire que... après ça, plus personne n'ose prendre la parole contre l'islamophobie. Parce qu'on sait que ce qui nous attend, ce sont les intimidations, ce sont des attaques, ce sont des procès. Enfin, moi, voilà, pour ma part, j'en suis à mon 3e procès cette année. Voilà, et enfin, je lui dis bravo, mais je ne gagne pas, en fait. Donc, donc voilà, enfin, il y a quand même une personne qui a pu m'accuser d'avoir provoqué les attentats de Charlie Hebdo. Il a été relaxé, le mec. Il m'a dit ça à la télé en direct. Donc, c'est ça, en fait. Et donc, quand ça se passe et que ça se produit sur la sphère publique,
et que ça n'a pas de conséquences, le message qui est envoyé aux gens qui nous regardent, qui seraient susceptibles de prendre la parole, c'est surtout n'y allez pas. Et je pense que tu peux parler de ce qui, je ne sais pas si tu as envie, mais ce qui se passe autour de ton film, je trouve que c'est vraiment un exemple de la manière dont la parole sur l'islamophobie en fait est impossible dans les espaces publics français. On a le temps de... Oui, assez rapidement, peut-être 1 ou 2 minutes et après, oui. Oui. Ouais. Du coup, ouais, bon, rapidement, ce documentaire, il a été réalisé en mars. Donc on lance, voilà, c'était l'anniversaire de la loi. On lance une tournée nationale pour voilà, rencontrer le public, des projections débats. Il faut savoir que dans les tournées qu'on fait, c'est totalement, enfin c'est privé. C'est-à-dire qu'on loue une salle, les gens achètent un billet, il n'y a pas de relation avec les mairies ou avec les municipalités. Et pourtant, sur 4 villes, notamment Lyon, Dijon, Nice et il me semble une 4e que j'ai bon, j'ai oublié, c'est laquelle? Je crois que c'est... Non, j'ai oublié, je sais pas si... Marseille, ouais, Marseille. La préfecture, en fait, a tout simplement saisi, a fait une pression sur le cinéma en leur demandant, le mail, c'était des mails, hein, parce que c'était tellement gros qu'ils ne pouvaient pas passer de circulaire ou quoi que ce soit, mais qui encourageaient fortement et recommandaient fortement d'annuler la projection sous un risque de trouble à l'ordre public. Alors bien sûr, pour décortiquer un peu, ce qui s'était passé, c'était que lorsque le CCIE avait donc lancé la promotion du film, il y avait des groupuscules sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général d'extrême droite, qui avaient interpellé en fait les cinémas ou les préfectures pour mettre pression et faire pression sur ces événements-là, qui ont été annulés, et en général, ils étaient annulés la veille, l'avant-veille. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu faire ces projections débat coûte que coûte? C'était tout simplement de créer en fait un système où on communiquait plus sur l'adresse. Les gens découvraient l'adresse le jour même, etc. Mais c'est là où je voulais terminer sur cette anecdote, c'est qu'au final, je pense que face à tout ce qui se passe depuis, en tout cas cette dernière décennie, c'est hyper important de décortiquer ce qui se passe, de comprendre les enjeux, etc. C'est d'autant plus important aussi d'être conscient, et je pense que la génération qui arrive l'est sans même l'avoir étudié, de cette importance de l'organisation communautaire et de se dire que, ok, c'est un état de fait, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse continuer à exister malgré tout? Et c'est vrai qu'en tout cas, nous, notre génération, on accepte, entre guillemets, cette difficulté-là, parce que on avait 2 choix à ce moment-là, et on en discutait avec le CCIE. C'était soit on dénonce ce qui se passe à l'instant T et on tue le film, parce qu'en dénonçant ça, on va rentrer dans un sorte de discussion juridique, etc. Soit on fait en sorte que le film puisse vivre en créant tout simplement des parcours un peu alternatifs, et au final, ça a très très bien fonctionné. On a fait plus d'une dizaine de villes. À chaque fois, c'était souvent très rempli. Donc, il y a tout ce terrain-là un peu alternatif qui est en train de se créer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi comment les organisations locales sont de plus en plus mobilisées, sont de plus en plus organisées. Donc on ne le voit plus trop sur l'espace public, mais petit à petit on constate que dans les localités, en fait, la communauté s'organise, et sans faire beaucoup de bruit, mais en tout cas ça a une production soit culturelle, soit intellectuelle qui profite en fait aux générations qui arrivent. Donc moi je suis plutôt optimiste par rapport à ce qui se passe, je suis pas du tout optimiste, je suis très pessimiste à l'échelle institutionnelle, mais à l'échelle de la communauté musulmane, c'est tellement un électrochoc qu'on n'a pas le choix que d'être conscient de ce qui se passe, que de s'organiser et d'être un peu plus solide idéologiquement par rapport à ce qui nous arrive. Merci beaucoup. En plus, tu as anticipé une question parce que on m'a dit dans l'oreillette que c'était une question qui allait être posée par la suite. Comment est-ce que le film a été perçu à sa sortie en France? Du coup, pour la personne qui a posé la question, voici la réponse. Et juste pour terminer, pour passer à vos questions, je donne juste la parole à Dilara. Donc on parlait du contexte. Donc en Suisse, on n'a pas ce contexte colonial. Cependant, on a quand même, avec toutes les lois qui ont été énoncées, on se rapproche de la France, comme tu le disais, via ces sortes
répercussions de tsunami. Et qu'est-ce que, tu en avais déjà un peu parlé, mais comme ça on peut finir là-dessus, quelles sont les actions concrètes qu'on peut mener pour éviter de finir comme la France, j'ai envie de dire. Oui, c'est parce que, bon, juste pour revenir, en Suisse, on n'a pas ce contexte colonial, mais on a ces lois, carrément islamophobes. Juste le terme islamophobie a créé moult et moult remous. Donc il y a beaucoup de gens qui refusent encore aujourd'hui le terme islamophobie et qui préfèrent parler de racisme anti-musulman. Ou qui préfèrent en parler pas du tout, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Tant DIAC que le collectif des Foulards Violets, parce que du coup je suis aussi dans ces deux, j'ai pas du tout fait la présentation, mais on préfère parler d'islamophobie pour nommer les choses. Donc déjà, il faut nommer les choses. Pourquoi est-ce qu'en Suisse on a ces problématiques ? Tout simplement parce qu'en Suisse, il y a ces phénomènes que vous avez mentionnés avec les tournants de la lutte contre le terrorisme, etc. Mais en fait, la Suisse, de manière générale, est fondamentalement raciste contre tout le monde. Donc en fait, dans les années 70, ça s'est vu déjà bien avant, mais dans les années 70, il y a cette initiative Schwarzenbach qui demandait, donc on a voté là-dessus, qui demandait que tous les cantons, la limite d'étrangers par canton soit limitée à 10%. Donc il n'y avait pas plus de 10% d'étrangers, c'était interdit. Et pour Genève, ils avaient déjà compris qu'on était un peu multiculti, ils avaient mis 25%. Mais en fait, cette initiative n'est pas passée, mais c'était dans une époque où la Suisse ne voulait pas des étrangers, voulait rester dans l'entre-soi, alors que la Suisse elle-même est composée de communautés étrangères. Et il y a une période où, en Suisse, on pouvait voir placardés dans les cafés, dans les entrées, pour empêcher justement, interdit aux chiens et aux Italiens. En fait, la Suisse, elle a toujours été dans cette dynamique de rejet de l'autre, malgré le fait qu'elle soit composée et qu'elle puisse survivre uniquement grâce aux autres. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus du tout, j'espère qu'on n'a plus ces problèmes avec l'Italie. On a quand même une francophobie énorme à Genève où il y a vraiment une haine des Français. C'est pour ça qu'on a un parti régional, donc le Mouvement citoyen genevois, qui à peu près tous les 10 mots place le mot frontalier pour les blâmer de tous les mots de Genève. Et en fait, c'est des réalités aujourd'hui où la Suisse, de manière générale, arrive à toujours pointer du doigt l'autre. L'UDC, qui est le parti d'extrême droite, même s'ils n'aiment pas qu'on les qualifie comme ça, c'est un parti qui a réussi à surfer sur cette vague de la haine de l'autre et qui, en sentant la tendance internationale par rapport à la lutte contre le terrorisme, s'est aussi approprié cette lutte cette volonté de discriminer les musulmans et qui surfent carrément là-dessus. Donc l'interdiction des minarets, elle est passée crème, mais là où c'est pas passé, et la loi anti-burqa, en fait, c'était une possibilité pour l'UDC de revenir réoccuper l'espace avec leurs idées nauséabondes et de dire, on a trouvé encore le bouc émissaire, les musulmans, la burqa, on n'en veut pas en Suisse, puis on légifère uniquement pour les étrangères, donc c'est impossible que des Suisses, elles portent la burqa. Donc pour vous dire, la dynamique était extrêmement toxique. Et ils ont essayé de se mettre en avant, mais contrairement à l'époque de la votation pour l'interdiction des minarets, cette fois-ci, les Foulards Violets étaient extrêmement organisés et cette interdiction est passée à 51% et quelques, donc c'est très très peu. Alors qu'il y a quelques années, un truc aussi gros que l'interdiction des minarets était passé beaucoup plus facilement. Donc en fait, en militant, en attirant l'attention des gens, en rejetant les arguments fallacieux, en se mobilisant, en occupant les plateaux télé, et bien sûr en mettant un petit peu sa santé en danger, parce que forcément on n'est pas beaucoup à vouloir prendre le risque de se montrer, en fait on a réussi à faire baisser le taux d'acceptation de ces idées nauséabondes. Et il faut continuer. Et moi, si je peux me permettre, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est clair, extrêmement triste. On se mobilise, tu l'as dit, mais je trouve qu'on ne se mobilise pas assez. Mais le fait de vous voir toutes et tous ici, c'est extrêmement bien, c'est un bon signe, il ne faut pas se laisser
laisser avoir par tant de négativité, surtout avec ce qu'on voit en France. En Suisse, on a encore d'autres moyens. On a des démocraties participatives, on vote à peu près sur tout. Ça passe pas uniquement par des décrets, par des sénateurs, par des ministres, etc. Ça passe aussi par des gens comme vous, comme moi, qui sommes élus. Moi, j'ai été élue à 21 ans. Donc, juste pour vous dire, si on se mobilise, on arrive à intégrer ces sphères de pouvoir, on arrive à changer les choses. En tout cas, on essaye de changer la narrative de l'intérieur. Et la différence par rapport à la France, si je peux me permettre, par exemple, les pétitions. Tout citoyen a le droit de solliciter le Grand Conseil, qui est le Parlement cantonal. Tout citoyen a le droit de collecter quelques signatures, même une, et les autorités ont l'obligation de l'analyser, de la traiter. Donc, on a des moyens participatifs qui sont certes pas, ils sont perfectibles, mais ils existent. Là où en France, c'est complètement déficitaire, et puis on se sent broyé dans un système qui est complètement fermé. Il est aussi fermé en Suisse. Le racisme et l'islamophobie sont beaucoup plus insidieux. Ils sont là, mais on a aussi des outils qui sont un peu compliqués, que les gens n'arrivent pas forcément à comprendre, mais c'est à nous aussi de nous éduquer, de nous fédérer et de rejoindre ces groupes. Comme je vous l'ai dit, il y a DIAC, il y a les foulards violets, il y en a encore tellement, mais maintenant il faut passer à l'action, il faut arrêter de subir. Merci beaucoup Dilara pour ce mot de fin de table ronde. Donc je pense qu'on peut les applaudir pour cette table ronde si enrichissante. Et on va pouvoir passer aux questions du public. Donc là, je laisse la parole à Mariam. Tu veux pas faire ça ? Comme tu veux. Si. Merci beaucoup pour cette table ronde qui est très enrichissante et qui a soulevé pas mal de questions dans le public. Malheureusement, on ne pourra pas traiter toutes les questions, donc on en a sélectionné quelques-unes. Premièrement, on va commencer par Miana. Est-ce que vous pouvez nous parler en tant que militante, l'apprentissage, comment vous avez appris à militer, quels conseils vous pouvez donner à des jeunes étudiants qui voudraient s'impliquer, et aussi parler un peu de la contribution du CCIE, comment le CCIE peut aider ces personnes qui se retrouvent victimes de discrimination. Merci beaucoup pour la question. Alors, comment j'ai appris à militer ? Je n'ai pas appris. Et c'est ça qui a été très difficile, quand on parlait du fait de mettre sa santé un peu en risque. Tout à fait. En fait, je suis devenue militante le jour où j'ai voulu aller me baigner dans la piscine municipale de Grenoble et où on m'a refusé ce droit-là, qui était le truc le plus lambda que je pouvais faire cet été-là. On me l'a refusé. Et donc, en fait, c'est suite à ça que j'ai pas voulu laisser tomber, parce que j'avais pas envie d'avoir un espace de plus où j'étais exclue. Je me suis dit non, là j'aime trop la piscine. C'était quand j'étais petite, j'aime trop nager, c'est un truc qui me plaît, j'ai envie d'y aller avec les enfants de mes amis, etc. On m'a dit non une fois de plus. Donc là j'ai dit non, stop, c'est fini comme ça. Et là où je pense, du coup ça rejoint le conseil que je pourrais donner aux jeunes qui ont envie de militer, c'est que j'ai trouvé un collectif avec qui militer. J'ai pas fait ça toute seule. C'est extrêmement difficile de faire ça seul, je dirais même que c'est impossible, parce qu'on se grille très facilement, on perd toute son énergie très facilement, on a peut-être un élan qui fait qu'on va se jeter tête baissée dans la lutte, mais ça dure jamais très longtemps, et c'est vraiment quelque chose qui peut être néfaste que pour la personne. Donc vraiment mon conseil, c'est de faire ça de manière organisée. Comme Lia, tu disais tout à l'heure qu'il y a des dynamiques qui se font dans les villes, dans les universités, dans ce genre d'espace. Organisez-vous entre vous, ne restez pas seuls, parce que sinon ça va être très compliqué, et comme tu l'as très bien dit, ensemble on est beaucoup plus forts et plus fortes, et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire la différence. Pour ce qui est du CCIE, c'était quoi déjà la question sur le CCIE ? La question, c'est comment le CCIE peut aider des personnes qui ont été victimes de discrimination islamophobique. Et voilà. Alors, merci aussi pour cette question. Le CCIE, du coup, est un collectif qui accompagne juridiquement les personnes qui sont victimes d'islamophobie. C'est-à-dire qu'on va vous écouter, on va prendre tout ce que vous avez à nous donner en termes de preuves, etc. On va vous accompagner dans les démarches juridiques et parfois judiciaires pour vous donner des conseils, pour vous dire là, vous pouvez faire ça, là, vos droits sont ceci, cela, etc. Donc, il y a tout ce volet accompagnement juridique. Et de l'autre côté, il y a aussi le volet accompagnement psychologique, parce que, comme on l'a bien vu dans le documentaire, quand on vit
subit des discriminations, de l'islamophobie, parfois des agressions, ça laisse des marques, ça laisse toujours des marques, et c'est important de pouvoir revenir dessus aussi pour se reconstruire et ne pas être seulement défini par les discriminations qu'on a vécues. Ça, c'est quelque chose que le CCIE met aussi en place. Et il y a aussi un autre volet, c'est la sensibilisation au droit. C'est-à-dire qu'on va créer des fiches pratiques juridiques sur nos réseaux sociaux, en ligne, partout vous pouvez les trouver, pour expliquer quels sont mes droits dans à peu près toutes les situations de la vie quotidienne. Quels sont mes droits à l'aéroport, quels sont mes droits à l'école, est-ce que j'ai le droit d'avoir mon foulard sur mes pièces d'identité, est-ce que j'ai le droit d'aller dans un café avec mon foulard. C'est vraiment tout ça, tout est tiré de situations réelles pour lesquelles on nous a sollicité, et donc on répond avec des arguments juridiques pour dire oui, vous avez le droit, non, là ils n'ont pas le droit de faire ceci, là c'est de la discrimination. Et on pense que la lutte contre l'islamophobie, ça passe en partie par faire que les personnes victimes de ces discriminations-là deviennent actives et ne soient plus dans une posture passive où juste on subit en se disant est-ce qu'il avait le droit ou pas de me dire ça ou de me faire ça. Non, là on va en amont aller chercher les réponses en se disant j'ai un rendez-vous avec la DRH de mon entreprise, je sens qu'elle va me parler de mon foulard, est-ce qu'elle a le droit de me parler de mon foulard? C'est en amont aller chercher ces informations-là pour pouvoir avoir les clés en main et peut-être esquiver une potentielle discrimination, parce que parfois il suffit dans la posture de juste dire non, je refuse ou appelez votre supérieur pour qu'en fait il n'y ait plus rien en face et que la personne juste se dise ok, en fait j'ai quelqu'un en face qui répond donc je vais laisser tomber. C'est très bête hein, mais parfois ça passe par là. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une application pour faciliter les signalements. C'est l'application Equitas. Vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux. Il y a des flyers à l'entrée. Vous pouvez les prendre pour lire plus à ce sujet. C'est une application qui facilite vraiment pour vous le fait de signaler un acte islamophobe. C'est dans votre poche, vous sortez votre portable, ça enregistre tout ce qu'il faut, ça nous l'envoie directement. Et là, on est en train de travailler sur la deuxième version de l'application qui, là, sera quand même vraiment hyper stylée, si je peux me permettre, parce qu'il y aura une alerte caméra, où en fait, si je suis en train de vivre quelque chose, je peux allumer l'alerte caméra sur l'application Equitas. Ça enregistre tout de suite tout ce qui est en train de se passer sur un serveur externe, ce qui fait que même si à la fin mon portable, pour X raison, n'est plus en ma possession, les images existeront toujours. Et il y aura aussi un truc de géolocalisation pour que toutes les personnes qui ont l'application Equitas sur leur portable, à proximité, soient prévenues qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer juste à côté et qui pourront peut-être intervenir du coup et soit éviter une situation de discrimination, soit voilà, juste venir et dire qu'est-ce qui se passe et montrer qu'on est là, en fait, on est ensemble, on est plusieurs et la personne qui est en train de discriminer va peut-être du coup se calmer ou au moins sera enregistré, donc ça donnera des preuves très très fortes pour faire des actions en justice. Donc voilà, c'est les outils qu'on est en train de créer, pour lesquels on a besoin que vous téléchargez l'application, parce que sinon ce sera difficile d'avoir voilà, l'alerte qui s'active, voilà, ce genre de choses. Tout ça, c'est aussi sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre voilà, sur les réseaux sociaux aussi. Merci pour la question. Je vous remercie pour la réponse. Si jamais pour les personnes qui ne sauraient pas, CCIE, c'est le collectif contre l'islamophobie d'Europe, donc c'est pas juste pour la France, c'est pour tous les pays européens. Une question pour Hanan, du coup. En tant que sociologue, est-ce que selon vous, un des buts sournois de toutes ces lois, c'est d'empêcher les femmes musulmanes d'accéder à des postes haut placés? Parce que malheureusement, on remarque que le voile, quand il est porté par des femmes exerçant des métiers plutôt précaires, plutôt invisibles, il ne dérange pas vraiment, mais dès que le voile commence à être porté par des femmes qui ont, on peut dire, réussi dans des études plus acceptées socialement, et ben, c'est là qu'il pose problème et c'est là qu'il est questionné, souvent. Cette question-là, elle est un peu compliquée parce que je sais pas si c'est sournois, pour moi c'est explicite. Hein. C'est-à-dire que c'est même pas que les femmes voilées. C'est-à-dire que vous regardez la manière dont c'est structuré en France au niveau des emplois ou des postes à responsabilité ou des postes politiques. Il y a combien de personnes noires, il y a combien de personnes arabes, il y a combien de personnes d'origine asiatique en fait. Donc les femmes voilées, c'est carrément la cinquième roue du carrosse. Et oui, effectivement, on a observé aussi qu'il y a quelque chose de... les femmes voilées, les femmes noires, les hommes noirs aussi, quand ils sont dans du travail invisible, du travail ingrat, etc., enfin ingrat dans le sens pour ceux qui ont des privilèges, c'est pas un problème. D'ailleurs, c'est maintenu dans des sphères invisibles, c'est avant qu'on arrive au bureau, ça pose pas de problème. Mais une fois qu'ils partagent des espaces équivalents, là, c'est pas possible.
Et donc là, se mettent en place des choses, et c'est une loi qui est passée en France. C'est-à-dire que ça a commencé avec l'espace scolaire en 2004, ça s'est étendu en 2016 avec la loi travail, non pas seulement sur le secteur public, qui était déjà la laïcité française, mais le secteur privé avec l'autorisation des employeurs. Ça a continué avec le sport, ça a continué en 2021 avec la loi confortant les principes de la République dans les associations qui doivent signer un contrat d'engagement. Donc en fait, l'espace n'arrête pas d'être étendu continuellement, qui amène finalement à ce que les femmes qui portent le foulard, quand elles le peuvent, elles se sauvent, quoi. Je vous remercie pour la réponse. Pour parler un peu plus d'avenir et de futur, pour Rokhaya, est-ce que selon vous, ces pays donc, qui discriminent ouvertement les femmes voilées, est-ce qu'il y a un espoir de vie meilleure dans ces pays, ou est-ce que, comme dit dans le documentaire, on peut rester là pour se battre toute notre vie que pour des miettes? Et est-ce qu'il y a une solution plus nuancée, où vraiment la situation elle est dichotomique, et ces femmes qui sont du coup tiraillées entre leur identité et leur projet d'avenir, est-ce qu'il y a une solution pour elles? Alors, malheureusement, je ne suis pas capable de lire l'avenir. Ce qui est certain, c'est qu'individuellement, on doit mettre en place tout ce qui est possible pour se protéger. Donc, effectivement, il y a des principes ou des convictions, ou même des affections qui nous attachent à notre pays et qui font qu'on n'a pas forcément envie de le quitter parce qu'on est chez soi, on a des liens, etc., etc. Puis après, il y a des choix qui sont un peu plus rationnels, qui vont être ceux de carrément, enfin, de la survie matérielle, de l'avenir professionnels qui vont peut-être pousser vers l'extérieur. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que le mouvement de repli qui est traversé pas seulement par la France, mais par un certain nombre de pays, enfin, on voit ce qui se passe aux États-Unis aussi, c'est un mouvement qui est quand même qui circule de manière extrêmement importante en Europe, et je pense que les années qui viennent vont être extrêmement difficiles. Est-ce que ça va durer? Je ne suis pas sûre, parce que je pense qu'aucun de ces pays n'a intérêt à aller dans ce sens. C'est-à-dire que franchement, c'est suicidaire. C'est vraiment suicidaire que de brutaliser à ce point une partie de sa population qui après c'est une logique libérale, on va dire des choses comme ça, mais qui contribue en fait, qui participe à la vie citoyenne, à la vie politique, à la vie économique, qui est formée aussi aux frais des institutions et qui participe... Enfin, je veux dire, en termes réputationnels, enfin moi, de ces dernières années, il n'y a pas un pays où je suis allée où on m'a pas dit « mais la France est super raciste ». C'est la honte, quoi. C'est-à-dire que pour la France, en termes d'image, elle a l'image d'un pays extrêmement raciste. Et ça, ce sont des dommages qui sont des dommages difficilement quantifiables, mais qui ont une incidence, en fait. Donc, je crois qu'on est quand même parti pour que ça aille pas très bien dans les années qui viennent. Enfin, on voit quel ministre de l'Intérieur on a en France. On a un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Bruno Retailleau, qui est vraiment... c'est un facho. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de prendre des pincettes pour dire qui il est. Il est... Enfin, voilà, c'est le racisme biologique à l'ancienne. Il fait même pas semblant. Et il semble devenir un des hommes forts de la droite. Et puis l'extrême droite prend une place importante, influencée par ce qui se passe dans les pays voisins, y compris en Allemagne. Maintenant, je suis assez sensible à ce que disait Dia, dans le sens où il y a des choses qui se produisent à bas bruit et qui se réalisent en fait à des échelles différentes. Je ne sais pas, quand je vois ce qui se passe en Afrique, par exemple, en ce moment, sachant qu'il y a énormément de Français qui ont les attaches dans les pays africains, qui sont en train de se poser des questions par rapport à leur lien à la France, je pense que ça rentre en résonance. Ça rentre en résonance et ça alimente un sentiment de possibilité de faire justice dans des espaces qui sont des espaces historiquement coloniaux. Et c'était marrant ce que tu disais sur la Suisse par rapport au fait qu'elle n'a pas de passif colonial très clair. Mais pour moi, un pays européen avec du chocolat, c'est clair qu'il y a un truc de colonisation qui est passé par là. Ça n'existe pas. Voilà. Mais effectivement, oui, je sais pas. Voilà. Mais il y a des liens coloniaux. On fait souvent semblant d'être neutre. Pardon ? Donc, on fait souvent semblant d'être neutre. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ça. Mais clairement, il y a des choses qui sont très très claires par rapport à l'exploitation de pays où pousse le cacao, vraiment. Donc voilà. Mais j'ai pas vraiment de réponse à proposer. Après, je pense qu'il faut vraiment garder la foi dans tous les sens du terme. Je pense que l'histoire est de notre côté. C'est-à-dire, on est dans le sens de l'histoire, on est du bon côté de l'histoire. Et je pense que on verra. Enfin,
Moi, quand je vois ce qui s'est passé dans le mouvement féministe en France, même si la situation politique est catastrophique, je me dis que quand même, il y a des possibilités, il y a des choses qui peuvent se produire, et parfois à une vitesse inespérée. Donc on n'est pas à l'abri d'un mouvement vers l'extrême droite, mais aussi d'un retour très très rapide. Parfois, les changements sont hyper rapides, on ne les voit pas forcément venir. Donc je pense qu'il faut à la fois se protéger et faire des choix qui nous font du bien, et en même temps ne pas perdre espoir, sinon de toute façon je pense qu'on ne serait pas là. Ça marche, merci beaucoup. Alors on passe à la dernière question. Pour Dilara, du coup, généralement un des arguments qui est utilisé contre le voile, c'est qu'il y a des femmes qui sont obligées de porter le voile ailleurs et que du coup, voilà, c'est un argument un peu comme ça. Et du coup, pourquoi pour ces femmes, pour ces personnes qui utilisent cet argument, le gouvernement qui impose le port du voile, donc par exemple l'Iran, l'Afghanistan, c'est pas le même que celui qui impose de le retirer? Et donc pourquoi cet argument il a du mal à être accepté et à être entendu, peut-être de ton expérience ou... Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on l'a mentionné, en fait, l'islamophobie légitime absolument maintenant toutes les luttes. On a un UDC en Suisse qui, d'un coup, s'est découvert des élans féministes quand on a parlé de la burqa, quoi. Enfin, alors qu'ils en ont rien à cirer des femmes et qu'il n'y a pas moins de 60 ans, ils militaient contre le droit de vote des femmes. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. De voir cette dichotomie et cette schizophrénie carrément dans l'espace public. Et le pire, c'est que ça passe, en fait. Comment les gens se disent pas, mais enfin, il y a quelques jours, tu disais X et maintenant tu dis Y. Mais en fait, c'est que c'est des outils qui sont juste utilisés pour arriver à une fin, et la fin étant de pouvoir faire passer leurs idées et, comme je disais, pointer l'autre du doigt. Et il se trouve que le mouton noir, en référence à l'affiche hyper polémique de l'UDC il y a quelques années, où il y avait des plans de moutons blancs et puis un mouton blanc poussait un mouton noir hors de la Suisse. Ça, c'est une affiche électorale qui est arrivée en Suisse. En fait, à l'image de ça, maintenant, le mouton noir, c'est les musulmans, quoi. Et c'est par vague. Une fois qu'ils en auront assez des musulmans et que internationalement ce sera plus nous les méchants, en fait ils vont se retourner vers quelqu'un d'autre. Et ça, moi je le vois vraiment, ce qui nous permet de voir quels sont les ennemis ou les futurs ennemis de la Suisse. On le voit via l'équipe de foot, je trouve, parce qu'on voit en fait les tendances migratoires. À un moment c'était les Italiens, ensuite on a eu les Turcs, on a eu les Portugais, etc. Puis là on est sur les Kosovars. Et en fait, à chaque fois que cette nationalité, enfin ces personnes d'origine étrangère se retrouvent dans l'équipe de foot, ils sont ciblés comme l'ennemi. Enfin, ça n'a absolument aucun lien, mais on voit en fait la population qui est comme étant la plus fréquente et comme étant celle qui est la plus visible et de trop. Moi, je n'ai jamais vu un UDC essayer de défendre ce qui se passe en Suisse et essayer de s'inquiéter de ce qui se passe en Afghanistan ou en Iran de manière honnête. C'est toujours hypocrite, c'est toujours à des fins externes. Et moi, ces gens-là, je n'essaye pas de les raisonner parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire, mais en fait, en Corée du Nord, elles ont boycotté, en Corée du Sud, elles ont boycotté les maquillages parce qu'en fait, elles étaient forcées par les standards de beauté, etc. Est-ce que tu vas m'interdire le maquillage ? À aucun moment, cette discussion-là, elle peut avoir lieu parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Et je pense que ça ne sert à rien. Ce n'est pas eux qu'on va essayer d'éduquer. D'ailleurs, on va essayer d'éduquer personne. Mais si on est par collectif et qu'on essaye d'éduquer la société, les collectifs, ils vont plutôt s'intéresser à des outils plus structurés, plus systémiques, comme le CCIE, comme la permanence de Diac. Alors, si vous le faites avec le CCIE, faites-le aussi avec Diac, parce qu'on a besoin de ces chiffres en Suisse. On a été extrêmement invisibilisés et aujourd'hui, les autorités ne considèrent pas qu'il y a de l'islamophobie. Et c'est triste, quoi. Franchement, il y a énormément de gens qui souffrent de ça, aussi à Genève, aussi en Suisse, et on n'arrive pas à le verbaliser et à le prouver. Et à mon avis, ces gens-là, voilà, c'est pas avec eux qu'on va perdre notre temps, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et ces échanges super constructifs. On s'excuse d'avance de ne pas avoir pu traiter toutes les questions. Peut-être qu'on pourra en discuter à la sortie de la salle. On remercie les intervenants pour la réponse à ces questions. Je pense qu'on va encore une fois les applaudir.
Et avant que vous partiez, il y a une étudiante en fait qui fait donc ça n'a rien à voir avec ni le CCU ni le DIAC, qui fait en fait une étude pour une recherche en fin d'études sur les conséquences de la loi sur la laïcité de l'État de Genève. Donc si vous avez été impacté par cette loi, je vous invite à scanner le QR code qui se trouve aussi sur d'autres affiches pour faire part de votre témoignage, et comme ça elle pourra compléter son travail de fin d'études. Je laisse la place au trésorier de la MUG pour le dernier point, et après vous pourrez sortir et il y a une petite surprise qui vous attend à l'extérieur, en plus des livres de Miana Bayani que vous pourrez acheter à la sortie. Comme l'a dit Kenza, on remercie les intervenants et intervenantes. Merci à vous d'être venus. Je pense que, en tout cas, c'est ce qu'on espère, que vous êtes ressortis illuminés après cette discussion et ce film. Donc je vous touche juste 2 mots avant de vous laisser partir. Non, ça y était. Ah, ça y était, pardon. Donc comme vous le savez, on est une asso étudiante. Donc cet événement en fait, a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de fonds à l'échelle d'une association. Et comme vous le savez, les étudiants ont plus de détermination que de fonds. Donc on remercie la CGTF de nous avoir aidés partiellement, l'UEMG aussi. Et on vous invite, donc, si vous avez les moyens aussi, l'envie de nous faire un don. Il y a les 2 QR codes. On accepte et on vous remercie grandement. Et on espère aussi que c'est quand même le gros événement en fait, de l'année aussi de la MUG. Et à notre échelle, c'est quand même quelque chose dont on est fier. J'espère que vous êtes très contents à la sortie de cet événement. On va vous laisser, je pense. Je me permets de remercier la MUG qui a fait un travail exceptionnel sur l'organisation de cette conférence. J'ai rarement vu une association étudiante mener les choses avec autant d'ordre et de brio, donc merci et bravo. Merci à vous. Merci. Donc bonne soirée et allez découvrir la surprise. Merci beaucoup. Au revoir. Et ça, c'est le cadeau des intervenants. Voilà. Merci à vous.